Bonjour à tous et bienvenue dans ce Bat Talk 24e du nom, le podcast Made in Batman Legend et un podcast bien particulier aujourd'hui parce que vous allez le voir, deux invités exceptionnels qui nous rejoignent pour la première fois dans un podcast Batman Legend. Alors je suis tout d'abord avec Siegfried. Salut Siegfried, un habitué. Bonjour à Mais tous. je suis aussi avec deux membres de la team Monolith. Vous le devinez bien, on va parler de la campagne Kickstarter de Monolith. Alors déjà, je vous présente Frédéric Henry. Salut Fred. Bonjour. Mais Salut. aussi Gilles Plantin. Salut. Et on est là effectivement pour parler des nouveautés Batman chez Monolith avec le lancement le 24 mai dernier d'une nouvelle campagne Kickstarter qui a déjà dépassé le 1 million d'euros. Une campagne qui se divise en deux parties avec la saison 3 du jeu de plateau Batman Gotham City Chronicles et l'arrivée du Batman Gotham City Chronicles The Role Playing Game ou Batman RPG. Une campagne qui se veut en français et en anglais et qui s'achèvera le 10 juin prochain. Alors, peut-être qu'en préambule, je vais vous laisser peut-être présenter, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier, si c'est Fred ou Gilles. Vas-y Gilles, commence. Qu'est-ce que Monolith? Qu'est-ce que vous faites et quel est le rôle de cette société française? Alors, Monolith, c'est une société d'édition française qui a vu le jour en 2014, si je ne dis pas de bêtises, parce que moi, je n'y étais pas encore. Qui a commencé donc avec une première campagne Kickstarter à l'époque en dépoussiérant littéralement l'univers de Conan, de Ward, et qui a été un grand succès, fait par donc Frédéric Henry et Erwan Asquette à l'époque. Et donc, c'est une société qui s'est principalement concentrée sur le Kickstarter et aussi sur ce qu'on pourrait appeler les jeux à univers. C'est-à-dire que la mécanique de jeu a toujours été quelque chose de très importante, mais il y avait aussi vraiment tout cet aspect d'avoir des univers très riches derrière les jeux qui étaient proposés, et également des figurines pour la grande majorité des jeux qui ont été faits. Et donc, ça a été une activité principalement centrée sur le jeu à figurines jusqu'à ces récentes années où on a mis un premier pas dans le jeu de rôle grâce à Black Book Edition, qui eux, pour le coup, nagent complètement dedans, sur une coédition qui était Capitaine Vaudou. Donc on a fait avec eux, et là c'est notre premier, j'ai envie de dire, bébé tout seul, avec le jeu de rôle Batman, donc qui se fait sur une pente qu'on ajoute, puisque la plupart des gens chez nous, je veux dire, en plus du jeu de plateau ou avant le jeu de plateau, ont surtout été des gros rôlistes. Voilà, nous on a toujours été très là-dessus, donc c'est un peu, j'ai presque envie de dire un peu un rêve de gamin, tu vois, de s'aventurer sur cette pente-là. Donc voilà, nous ça a toujours été ça, et donc là Batman, ça va être le premier jeu qu'on aura développé à la fois sur un côté jeu de plateau avec figurines et à la fois sur un aspect pur jeu de rôle, puisque là les deux se complètent mais sont en même temps totalement indépendants. T'es pas du tout obligé. En fait, on est parti du principe que nous, le jeu de rôle pour nous jusqu'alors, c'était pas pro, c'était vraiment un plaisir. On est tous rôlistes de très longue date, puisque je pense qu'on a tous commencé à peu près le jeu de rôle en gros au début du collège. C'était pas l'idée, c'était pas à la base de faire du jeu de rôle, mais c'est vrai que le fait qu'on ait des licences fortes et le fait qu'il y ait maintenant une certaine demande à nouveau pour le jeu de rôle, parce que nous on a connu le jeu de rôle qui a dans on va dire dans sa superbe, en 92, 93, 94, 95, enfin vraiment les années 90 du jeu de rôle qui ont été des très très belles années. Puis il y a eu un gros déclin du jeu de rôle, je pense, qui était dû à plusieurs facteurs, mais vraiment il y a eu il y a eu Magic déjà qui a fait très très mal au jeu de rôle, ensuite qui a vraiment fait très très mal au jeu de rôle aussi, c'était le truc de chez Blizzard, les MMO, le gros boom des MMO, ça a vraiment WoW, je me souviens de l'époque où tout le monde était sur WoW et personne ne pouvait jouer. Tous les rôlistes, une grosse partie des rôlistes étaient passés à WoW. En parallèle, le jeu de plateau se développait. Moi, quand j'ai monté Monolith parce que j'ai eu de la chance, on va dire, dans le cadre du classique du jeu de plateau, et j'ai pu mettre de l'argent de côté pour monter Monolith. Et là, c'est vrai que le fait d'avoir des univers, et notamment Batman, en fait, la synergie, c'était presque évidence finalement de se dire, mais
on joue au jeu de rôle pour se faire plaisir. On fait des figurines aussi pour le business et se faire plaisir. Mais pourquoi est-ce qu'on ne joindrait pas les deux, en fait? Il n'y a pas de sens à pas le faire. Et du coup, voilà, on a recruté une équipe qui est essentiellement une équipe d'amis à la base pour se lancer dans ce truc-là. Et sauf qu'on a décidé, on voulait arriver assez fort parce que comme on est arrivé très fort dans le monde du jeu de plateau avec figurines via Conan, on voulait essayer d'arriver assez fort aussi, marquer un peu notre empreinte pour dire hey, on est là, regardez, on existe dans le marché du jeu de rôle. Et donc, voilà, on va dire qu'on a mis les moyens. On avait mis les moyens pour Captain Vaudou, mais c'est vrai que nous, on n'avait pas mis le travail. Nous, on avait financé le projet et DBE, vraiment, ce sont vraiment des grands c'est un énorme travail Black Book Edition. Voilà. Et là, on voulait vraiment essayer aussi donner un peu notre... alors, on est quand même en collaboration avec DBE sur le système, mais vraiment là, en termes d'écriture, voilà, tout ce qui est narratif, etc., c'est du 100% monolithe. Et franchement, je pense on peut dire qu'on est assez, on est très content, voire fier, je pense. On pourra dire fier à l'arrivée de ce qu'on est en train de faire, quoi. Vraiment. Ok, et alors justement, c'est la 3e campagne Kickstarter autour du projet Batman. Oui. Les 2 premières campagnes ont été des réussites d'ailleurs. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu brièvement, enfin rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi les 2 premières campagnes? Alors la première campagne, elle a eu lieu en 2018, je crois en mars ou avril 2018. Là, c'était un très très gros lancement puisque c'était ce qu'on appelle une campagne blockbuster. On est sur une licence blockbuster avec une quantité, ce qu'on appelle aussi entre guillemets du kilo plastique. Il y avait vraiment énormément de figurines, énormément de personnages, énormément de décors de jeu, beaucoup de boîtes, etc. Ça, c'est vraiment la première campagne qui est full jeu de plateau. Elle avait fait un gros score, je crois qu'on a fait. Ça a été le meilleur score de Monolith d'ailleurs. Ouais, on a fait 4,4 millions pendant la campagne. On a eu un PM pas mauvais non plus. Donc, on était monté assez haut, au-delà des 5 millions. La deuxième campagne, c'est beaucoup, beaucoup plus petit. C'était 1,3 million, je crois, en euros cette fois. Donc, on va dire à l'époque, on doit être à 1,5 million en dollars. C'était beaucoup plus petit. C'était la saison 2. C'était vraiment, là, essentiellement des personnages. C'était une campagne qu'on avait un peu... je dirais foirée dans le sens où elle n'était pas bien préparée. On avait mis, en gros, c'était presque, c'était vraiment, moi, j'avais vraiment voulu insister sur le mode versus parce que j'étais très très content de ce mode-là. C'est ce que moi, j'étais vraiment très content du mode versus. Mais du coup, on avait un peu forcé le mode versus, c'est-à-dire qu'on proposait beaucoup de personnages qui étaient jouables juste en versus, etc. Donc, c'est une campagne qui a bien marché, mais c'était pas une bonne campagne. Voilà, c'était pas une campagne. La campagne n'était pas intéressante. Ça, c'est de ma faute. Et en plus, le jeu venait d'arriver, les gens n'avaient pas encore eu le temps d'y jouer. Je trouve que c'était pas une bonne campagne, alors que cette campagne-là, actuellement, on va être sur le même score. Par contre, je trouve que c'est une très bonne campagne. C'est-à-dire que la campagne est animée, on le voit, il y a beaucoup d'échanges, les gens discutent. C'est une campagne où on fait, et ça c'est vraiment l'apport de Gilles, on fait participer les gens, c'est-à-dire qu'on leur pose des questions. Moi j'étais très dans une approche, je considère Kickstarter comme une boutique. Je me leurre pas avec Kickstarter et donc je vends des choses sur Kickstarter. Je suis pas du tout dans l'approche projet. Je trouve que j'aime pas du tout la poudre aux yeux en fait, et je trouve que sur Kickstarter on met trop de poudre aux yeux et on se cache un peu derrière le côté vous allez voir c'est un super projet collaboratif et non, moi j'aime bien, j'ai un discours qui est très terre à terre et j'évite de vendre du rêve, quoi. Ce qui me nuit pas mal aussi, mais quoi qu'il en soit, voilà, là cette campagne là elle est plus participative dans le sens, par contre, cette fois où on pose vraiment des questions aux joueurs. Là, je vais prendre l'exemple de est-ce que vous voulez tel ou tel personnage? Nous, on n'avait pas prévu de faire de stretch goal parce que moi, je ne suis pas un grand fan des stretch goals. Il y avait une demande forte. Gilles m'a convaincu qu'il en fallait quand même quelques-uns. J'ai cédé. Et du coup, comme ils ne sont pas prêts, on demande aux gens ce qu'ils veulent. Voilà, donc il y aura quand même. Alors, il n'y en a pas trop parce que. Il faut faire très très attention avec les stretch goals. L'important, c'est quand même que le jeu arrive à l'heure.
Ouais. Donc, faut éviter de promettre des choses qu'on n'est pas sûr à 100% de pouvoir tenir. Bon, là, ça va, hein, en stretch goal, on n'est pas sur des trucs qui nous empêchent de le faire. Ça va, c'est pas. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a par contre clairement mûri ce qu'on estimait capable de proposer. Sans risque effectivement d'accumuler du retard ou autre. J'ai envie de dire même avec ce truc qui est un peu une excuse facile du on aurait été dans les temps, mais comme on a dû rajouter quelque chose, à cause de ça, on sera en retard. Voilà, c'est... De toute façon, enfin voilà, comme je dis toujours, c'est vraiment le temps qui tue les campagnes. Enfin, c'est vraiment qui tue les livraisons. C'est une grosse erreur d'essayer de faire trop briller le truc parce que derrière, il faut savoir être aussi un peu parfois rigoureux. Mais bon, quoi qu'il en soit, cette campagne-là, je la considère comme réussie, beaucoup plus réussie. Déjà parce que très honnêtement, on est sur ça a été beaucoup plus travaillé, quoi. Enfin, le jeu de rôle notamment, moi, c'est vraiment ça qui me fait plaisir. Le jeu de rôle qui a eu un peu de mal à démarrer le premier soir. Le premier soir, en fait, on avait surtout des gens qui venaient compléter leur jeu de figurines. Et donc, on avait nos acheteurs maison, entre guillemets. Et là, ce qu'on voit, par contre, depuis une bonne semaine, c'est que le jeu de rôle est passé devant le jeu de plateau en termes de quantité, de qui achète quoi, en fait, et continue à bon train. Et donc ça, je suis vraiment très content parce que le jeu de rôle, ça a vraiment été là pour le coup, on peut le dire, une aventure. C'est quand même un gros boulot, le jeu de rôle. C'est un gros boulot avec Warner. Enfin bon, là, Gilles pourra en parler beaucoup mieux que moi, hein, parce que c'est lui qui était vraiment qui gérait le projet. C'était un gros boulot avec les équipes, et puis c'est très très grosse équipe là, parce que là on parle vraiment de beaucoup de monde, beaucoup d'illustrateurs différents, beaucoup de gens pour écrire, pour rédiger, pour corriger, pour traduire, même la trad, c'est 3 personnes minimum. Enfin voilà, je me tais, mais là pour moi c'est une belle campagne. Voilà, je suis content. Je suis content, c'est vraiment une belle campagne. Enfin la 2, on va dire c'est beaucoup. La 2 était en demi-teinte et là on est revenu sur des belles. Donc c'est cool. Après c'est vrai que là sur le jeu de rôle, mine de rien, on s'est mis volontairement ou non, hein, mais on s'est mis quand même une belle pression parce que on démarre avec une licence connue, donc bon, ça c'est toujours un avantage, mais dans le même temps, qui dit licence connue dit attente de la part du public. Donc déjà il y a une certaine attente. Après on a quand même sorti, il y a quand même trois beaux gros bouquins. Donc il y a du contenu et 3 beaux bouquins dans 2 langues. Enfin, tu vois, pour commencer, on n'a pas fait petit, quoi. Donc c'est sûr que ça c'est un aspect où c'est très prenant, c'est très gratifiant, mais par contre, c'est aussi une belle pression, hein, mine de rien. Donc, j'imagine bien. Alors, on reviendra sur le jeu de plateau, le jeu de rôle, pardon, un peu plus tard, et on va s'attarder un petit peu plus sur le jeu de plateau déjà sur la saison 3. Alors, c'est vrai que tu disais, Fred, tout à l'heure, que tu avais beaucoup axé sur la venue du mode versus pour la saison 2. Pour la saison 2. Voilà, mais sur la saison 3, il y a aussi des nouveautés qui arrivent. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors après, je vais laisser aussi Gilles parler. Ou Gilles, je sais pas. Il y a le plus important pour moi, c'est le mode solo coop. Enfin, je préfère dire coop solo, parce que c'est vraiment une façon de transformer. L'idée, c'était vraiment de dire, le jeu, vous l'avez depuis quelques années. Avec ce module-là, c'est une toute nouvelle approche du jeu. Vous rejouez les scénarios, la totalité des scénarios de la boîte de base redeviennent jouables, mais en full coop cette fois, ou full solo. C'est-à-dire que le deck de cartes va gérer l'IA, et donc vous donnez d'une certaine façon une seconde vie à votre jeu qui a déjà plusieurs années. Vous avez pu jouer, je ne sais pas, même si vous avez joué tous les scénarios, là c'est vraiment une autre approche, une approche complètement différente, plus zombicide pour le coup, parce que bon, zombicide a quand même été a popularisé l'approche coop dans les jeux de filles. Et donc là, on est vraiment dans pour moi, c'est vraiment une autre façon de jouer le jeu. Sachant que l'idée, c'était de garder un module avec un prix très raisonnable. Mais lorsqu'on joue, on joue à autre chose. On a les mêmes figurines, mais cette fois, on joue vraiment autre chose. On joue vraiment différemment. Et c'est vraiment une autre approche. Et donc ça, c'était important parce que ça permet à tous les anciens joueurs
de s'intéresser malgré tout à nouveau à la campagne, parce qu'on leur offre quelque chose. Là, on n'est pas... Voilà, justement, je vais revenir encore une fois, la grosse différence par rapport à la saison 2, qui était totalement axée figurine. Cette saison 3, je pense qu'elle est bonne aussi, parce qu'elle est très axée gameplay. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont, finalement, quand on regarde en termes de matériel plastique, c'est moins riche que la saison 2. Par contre, en termes de gameplay, d'approfondissement du gameplay, de facilitation, essayer de faciliter l'ergo du jeu, etc., il y a beaucoup de choses. Le travail, l'accent là, il a vraiment été mis là-dessus. Et donc, notamment, parce que pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée pour le jeu de plateau, là, c'est la version solo coop. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de joueurs solo. Ça, encore une fois, c'est Gilles qui m'a fait l'article, entre guillemets, sur les joueurs solo. C'est vrai qu'il y en a énormément, je ne pensais pas. Et par contre, voilà. Ça s'est certainement exacerbé avec le Covid, d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Beaucoup de joueurs solo se sont découverts sous Covid. Peut-être. Je crois que corrélation n'est pas causalité. Hein. Ouais, tout à fait. Mais il y a aussi beaucoup. Enfin, en tout cas, il y a énormément d'attentes. Il y avait énormément d'attentes des joueurs pour pouvoir jouer en coop. Et voilà, là, c'était enfin une façon de répondre à l'attente. Alors, ça a été long, etc., comme d'habitude. Hein, avec Monolith, c'était assez long en préparation. Pas forcément livraison, mais en préparation, on est assez long. On ne fait pas beaucoup de Kickstarter, mais là, voilà, il y a un vrai travail qui a été fait sur ce mode-là, sur aussi tout simplement son iconographie pour essayer de la simplifier au maximum. Et donc, voilà, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée, très bonne porte de retour pour les joueurs de jeux de plateau, et une très bonne porte d'entrée pour les gens qui veulent découvrir le jeu de plateau, mais qui veulent jouer en coopératif. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi tout un pan sur la facilité d'accès au jeu qui a été mise en avant aussi sur cette nouvelle saison. Là où c'est vrai que le jeu de base pouvait parfois faire peur, on va dire, entre guillemets. On est sur un jeu complexe, hein, voilà, on est sur un jeu complexe. C'est une version beaucoup plus complexe, complexifiée de Conan, beaucoup plus foisonnante. Et voilà, clairement, il y a toute une partie de son public qui était rebuté par ce côté très foisonnant. Et donc là, ça a été une façon aussi de simplifier les choses, surtout à travers l'ergonomie. Voilà, parce que c'est vrai que notamment la question des pictogrammes, on a beaucoup de compétences différentes qui donnent lieu à beaucoup de pictogrammes. Et donc voilà, plutôt que du texte, on a voulu des pictogrammes. Maintenant, voilà, il faut réussir à ce que les gens voient facilement la différence entre les pictos, voient très facilement, se souviennent quel pictogramme, quel est l'effet de telle compétence, parce que c'est vrai que c'est très riche en compétences. Là, c'est vraiment, pour moi, voilà, on a ouvert beaucoup l'éventail de compétences. Et donc, voilà, il fallait trouver une façon que les gens connaissent ces compétences facilement sans savoir à les apprendre par cœur. Voilà. Gilles, je te repasse la balle parce que là, tu peux peut-être éclairer davantage. Alors, en fait, le postulat, pour rejoindre un peu ce que disait Fred tout à l'heure sur la saison 2, alors, moi, je dirais pas qu'elle est ratée, je dirais plutôt, ça peut revenir au même, hein, mais qu'elle a raté sa cible. C'est-à-dire que je pense que le mode versus, c'est le mode qui a été le moins joué au départ, parce que la plupart des gens voulaient tester le mode aventure, j'ai envie de dire naturellement, parce que le mode versus, c'est un joueur contre un, donc c'est pas forcément ce qui est testé en premier. Alors que, comme Fred, hein, je pense que c'est le mode le plus sympa en fait au départ. Vraiment, effectivement, je le trouve vraiment excellent, notamment parce que contrairement au mode aventure, tu es aussi beaucoup plus libre dans les choix de ce que tu vas utiliser. En tant que personnage, en tant que troupe, et donc c'est vrai qu'il y a une certaine richesse qui se dégage. Que je trouve plutôt agréable. Et donc, effectivement, à ce moment-là, les gens n'avaient pas encore trop joué. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, tout le monde n'avait pas encore reçu son jeu. Oui. Donc, ce qui n'a pas aidé non plus. Tu vois, si tu n'as pas reçu, moi, si j'ai pas reçu, je remets pas un billet. Hein. Moi, en tout cas, c'est comme ça. Je crois qu'on avait, oui, parce qu'on avait encore les boîtes qui étaient bloquées chez Philibert, je crois, à l'époque. Donc, on devait avoir 75-80% de complétion. Donc ça laisse quand même 25% des gens qui n'avaient pas leur jeu. D'accord. Et après, voilà,
Fred Erwan à l'époque avait aussi fait donc ce qu'on appelait une picking zone, c'est-à-dire où là c'était vraiment les figurines individuelles et tu prenais et tu payais uniquement ce que tu voulais. Ce qui est plutôt bien pour les gens qui ont des besoins ciblés et pas trop complétistes, mais pour les gens très complétistes, finalement, ça faisait un beau panier. Tu vois, mine de rien. Et donc ça avait été pas mal reproché. Et sur la saison 3, alors, moi je pars du principe aussi que quand tu es à ta 3e saison sur un jeu, surtout un jeu à figurines, alors clairement, tu vises plus tout le monde. Effectivement, là, c'est vraiment les fans die hard ou des nouveaux fans. Et donc, ce qui était important pour nous, entre guillemets, plutôt que de juste reproposer de la figue, ce qui avait en plus beaucoup été reproché à la saison 2. Alors là, pour le coup, c'est un peu ironique, voire cynique, parce qu'on a le reproche inverse, c'est-à-dire que là, on aurait limite dû faire quand même plus de figues, finalement. Là, on a vraiment fait un... L'idée, ça a été surtout, qu'est-ce qu'on peut... en tout cas autant que faire se peut, corriger du jeu pour soit qu'il soit plus accessible, soit qu'il sorte tout simplement beaucoup plus facilement. Parce que, comme disait Fred, je pense que c'est un jeu en réalité qui est simple, mais qui est très riche, et qui au début, en fait, tu as ce côté où le début, c'est une grande muraille, et par contre, une fois que tu l'as franchi, c'est un jardin. Où tu te promènes tranquillement. Mais cette muraille, alors déjà effectivement, voilà, c'est un premier obstacle plutôt conséquent. Et il y a le fait que par rapport aux habitudes des joueurs, je dirais de ces dernières années, c'est-à-dire je sors un jeu, je joue une fois, je le range, je sors un autre jeu, je le joue une fois, je le range. Alors Batman pour le coup est pas idéal pour ça. Tu vois, c'est cet aspect compétence, cet aspect règle. Une fois que tu as fait quelques parties, genre je vais pas dire que tu nages facilement, mais enfin c'est tout de suite beaucoup plus simple. Mais effectivement, si c'est un jeu que tu sors une fois de temps en temps, le temps de se replonger dedans, c'est assez long. Ouais, c'est comme si tu reprends le vélo tous les 20 ans, quoi. Tu vois, vraiment, et donc voilà, les points qui avaient été corrigés. Bah, alors il y a le solo coop, puisque comme disait Fred, bah il y a ce côté où même des fois tu peux être toi très fan d'un jeu et pas forcément ton entourage. Donc au moins voilà, tu peux jouer tranquillement quand tu as envie. Et il y a donc l'accessibilité, c'est-à-dire aussi bien les fiches de héros, enfin chaque héros a sa fiche de compétences, donc tu sais exactement ce qu'il fait, etc. On a beaucoup travaillé avec Paul Grogan, c'est-à-dire que ce qui avait été reproché sur Batman aussi, c'était le livre de règles. Hein. Voilà, je pense qu'il y avait été une surcompensation de Conan qui faisait trop rôliste et libre, et où là, pour le coup, c'était un peu le Dallos, quoi. Tu vois, on sortait le truc juridique point par point. Voilà, c'était peut-être un peu l'extrême inverse. Et donc, nous, on a Paul Grogan, qui est un spécialiste anglais des règles. Hein. Voilà, il travaille sur la plupart des gros jeux, type Frosthaven, qui doit sortir bientôt ou autre, et qui a une chaîne YouTube, donc justement que sur les règles de jeu. Et quand on lui a lancé le défi, parce que c'était quand même un défi pour lui, je veux dire, c'est entre guillemets, je dirais, il joue gros aussi. Tu vois, là, quand on te dit, le jeu, il est vu comme compliqué et pas forcément jouable. Est-ce que tu te lances? Et voilà, le mec, il se dit, et il aime bien les défis, donc il a dit, ah bah ouais, volontiers. Et c'était très marrant d'ailleurs, parce qu'au départ, il avait vraiment pris ça, je dirais, comme un simple travail. Et en fait, au bout d'un moment, il avait envie de jouer, tu vois, vraiment. Donc, c'était marrant parce que genre, il dit tiens, je vais faire une vidéo, tiens, je vais faire une deuxième vidéo, c'est pas prévu, mais j'ai envie de la faire. Enfin, donc, c'était vraiment marrant de voir. Enfin, c'est presque un peu devenu son bébé, je dirais, sur cet aspect-là. Et c'est bien. Enfin, je trouve, moi, c'est même très rassurant pour les gens que celui qui s'occupe de la réécriture des règles, dans la forme et un petit peu dans le fond, il aille au charbon, tu vois, pour les défendre. C'est pas genre j'ai mis mon nom dans un bouquin et je m'en vais. C'est non, le mec, il est là, il veut être là, quoi. Donc ça, c'était vraiment un point sympa aussi. Et après, donc on a les deux choses une chose qui avait beaucoup plu en saison 1 aussi, il y avait une petite campagne, tu sais, pour jouer les méchants comme des héros, quoi. Et donc c'était assez intéressant parce que c'est des personnages que tu vois pas souvent et puis que les 3/4 de la table, ne jouent pas en temps normal. Et donc voilà, c'était carrément une autre ambiance. Donc là, on en a refait une pour la saison 2. Enfin, pour la saison 3, pardon, et qui utilise et des personnages de la saison 1 et de la saison 2, histoire que, plus les joueurs ont, plus ils ont de choix, et si t'as que la boîte de base, c'est pas gênant non plus, tu t'en profiteras tout autant. Et on a fait une grosse extension, pour le coup, c'est la plus grosse qu'on ait faite, avec une campagne à embranchement, qui a plus de figurines et plus de scénarios que ce qu'on fait d'habitude, mais qui a vraiment une évolution des personnages. Il y a un système de points de victoire au lieu d'avoir des simples défaites victoires avec des coups d'éclat à faire, ou là, pour ce que tu n'avais pas avant, c'est-à-dire si par exemple tu triomphes de Bane, oui, tu auras un effet ou un point de victoire indépendamment de si tu as réussi à désamorcer les bombes. Donc, on est reparti sur une approche, alors je vais pas dire plus comics, mais un peu plus dans le peps et le fun qu'il manquait pour certains. C'est-à-dire que je pense que l'un des problèmes du Batman qu'on a fait, c'est qu'il est, et c'est pas péjoratif pour les joueurs qui n'aiment pas ça, je précise tout de suite, s'il est plus stratégique que ce à quoi certains s'attendaient. Tu vois, ça peut être beaucoup plus serré, à devoir beaucoup plus réfléchir tes actions.
Là où je pense qu'il y a clairement des gens qui s'attendaient à ce que Batman, voilà, ils font sur les méchants en bas, il met 3 beignes, enfin tu vois, un peu le festival coup de poing, coup de pied quoi. Ouais. Et effectivement, le jeu est clairement pas vraiment orienté là-dessus. Et donc voilà, cette extension, elle est un peu plus sur cet aspect-là. Tous les héros ont aussi un pouvoir qu'ils peuvent utiliser. Enfin, voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus épique, je dirais, que ce qui a été fait jusqu'ici. Et on a également dans cette campagne narrative, on a mis des scénarios pour tous les plateaux. C'est-à-dire que des scénarios optionnels. Donc si tu as Arkham Asylum ou si tu as le Manoir Wayne, tu as un scénario en plus. Et surtout, pour les gens qui avaient pris la saison 2 où il y avait 2 plateaux de jeu qui ne servaient que pour le versus, il y a enfin des scénarios aventure aussi pour que tu puisses vraiment t'en servir intégralement. Quoi. Donc, ouais, on a vraiment fait une campagne orientée gameplay. Alors comme je te disais, je pense peut-être même un peu trop, parce qu'à la limite les gens s'attendaient à ce qu'il y ait vraiment surtout plus de figurines finalement. Alors ce qu'on corrige un peu là par les stretch goals d'ailleurs, mais c'est vrai que là on a vraiment axé sur cet aspect-là parce que ce qu'on voulait pas faire non plus. Et je dis ça comme quelqu'un qui a reçu Marvel United il y a pas longtemps, c'est faire 4 mètres cubes. Tu vois, qui débarquent chez les gens alors que tu n'as déjà pas forcément utilisé tes 2 mètres cubes d'avant. Là, l'idée, c'était vraiment plus de pousser à utiliser ce que tu avais déjà, tout en permettant à ceux qui débarquaient de ne pas se retrouver avec un nouveau billet à 400 balles pour pouvoir suivre. Tu vois, ça c'est. Ouais, ça justement, aussi, hein, je voulais appuyer sur ce point-là, sur le fait que ceux qui connaissent pas encore le jeu, qui voudraient s'y lancer, du coup, peuvent tout de même se lancer avec cette campagne-là. Et n'est pas, s'ils n'ont pas participé à la saison 1 et la saison 2, ils peuvent quand même se lancer avec cette campagne-là. C'est ça, faut juste prendre le jeu de base, par contre, quand même. Mais sorti de ça, oui, le reste, il n'y a rien d'obligatoire. Par exemple, même la campagne des méchants, celle qui était dans la saison 1, il fallait que tu aies le mode versus, parce qu'il y avait certains personnages, héros, qui avaient leur tuile qui étaient dans cette extension-là. Et là, pour celle-ci, on s'en est affranchi complètement. Donc là, en fait, il n'y a aucune, à part le jeu de base, dans tout ce qui est proposé dans la saison 3, il n'y a aucune des boîtes qui te demande une autre boîte. En notant que le jeu de base peut être acquis aussi pendant la campagne. Ça fait partie des pledges. Donc, vous n'avez même pas à acquérir quelque chose séparément. Vous pouvez l'acquérir en même temps que les extensions et donc que les livrets de règles révisés. Donc, c'est exactement. C'est plutôt la meilleure manière en fait d'approcher le jeu quand on ne connaît pas la saison 1, c'est vraiment d'attendre cette campagne-là, puisqu'il y a cette nouvelle mouture du livret de règles qui sera quand même plus accessible pour les néophytes. Tout à fait. Oui, c'est vrai que sur les règles, moi je me souviens quand j'ai joué du nombre de fois où il a fallu que je regarde, que je feuillette, que je revienne, même que j'aille poser des questions des fois sur le forum qui était dédié ou que j'aille voir sur le groupe Facebook par exemple, il y avait souvent des questions qui m'intéressaient. Ah oui, effectivement, ok, je fais comme ça. Parce que moi personnellement, je suis pas un gros joueur, donc du coup, quand je me suis lancé dedans, j'avais on va dire l'approche novice. Donc, pour le coup, j'avais des manières à apprendre de jouer, d'appréhender le jeu qu'il a fallu apprendre sur ce jeu-là. Et du coup, c'était intéressant. Et pour le côté, tout à l'heure, Gilles, tu nous parlais du côté stratégique plutôt que bourrin du jeu. Je confirme que la plupart du temps, si tu pars en mode bourrin, tu perds, et voire tout le temps, et qu'il y a beaucoup de parties qui se sont terminées sur le dernier jet de dés, quoi. Tout ce jouet-là. Donc, effectivement, tout le côté stratégique du jeu, donc c'était plutôt intéressant. Alors d'ailleurs, je te coupe, je m'excuse. Tu me rappelles un point très important, à savoir que Paul Grogan, d'ailleurs, je lui disais tout à l'heure, qui s'est mis à faire plus que ce qui était prévu. Là, il est en train de travailler sur un pas à pas, tu vois, justement pour débuter. Ce qui fait qu'au lieu d'ouvrir le livret de règles en disant « Oh, combien de pages, mon Dieu !» voilà, tu as ce côté où tu vas vraiment être accompagné. Et ta muraille aura beaucoup plus l'air d'un escalier que d'une surface un peu abrutie. Donc il y aura ça aussi. D'ailleurs, ce sera aussi disponible. Alors, c'est pareil pour notamment les fichettes de jeu qu'on a fait ou autre. En dehors des fiches héros propres à chacun, tout le reste des nouvelles aides ou des nouveaux livrets, évidemment disponibles gratuitement en PDF, histoire que les anciens joueurs ils soient pas obligés de repasser à la caisse de quoi que ce soit. Donc voilà, et ce pas à pas sera disponible aussi, de sorte que si tu ressors ton jeu, au pire, effectivement, tu peux vraiment reprendre tranquillement à zéro. Oui, clairement. Siegfried, est-ce que tu as d'autres points que tu veux évoquer sur le jeu de plateau où on passe à la partie jeu de rôle? Juste une rapide précision pour les auditeurs. Ceux qui aiment beaucoup les derniers runs de Batman vont certainement être particulièrement séduits par la campagne. Bon, on sait que Fred, je crois,
aime particulièrement le New 52, enfin et un peu le Rebirth, enfin les runs plus récents de Batman plutôt que ce qui est vintage. Là, en l'occurrence, on va retrouver vraiment Punchline, Jace Fox en Batman, le Ghostmaker, donc on fait vraiment le lien avec les publications les plus récentes chez Urban. Cassandra Cain aussi dans une belle figue en Batgirl. Donc voilà, ça va parler particulièrement à ceux qui sont à jour sur les lectures Batman et qui aiment ces personnages, mais c'est des personnages qui sont pas encore entrés dans la pop culture, donc on ne retrouve pas encore dans les jeux Batman habituels. Donc là, c'est assez chouette de les retrouver déjà. C'est un choix assez clivant, finalement. Parce que toute la question, c'était est-ce qu'on. Alors, j'exagère le trait, hein, évidemment, parce que si j'ai choisi ça, c'est que c'est l'orientation que je voulais qu'on prenne. Mais c'était un peu soit on faisait vraiment les vieux fonds de tiroir à sortir des personnages de run improbables, etc. Soit on essayait de rester à la page, parce que voilà, mon postulat, c'était de se dire, de toute manière, le temps qu'on développe le jeu, puis qu'il soit livré, les personnages qui ne sont pas forcément encore super connus maintenant devraient être beaucoup plus ancrés pour les gens au moment où ils reçoivent, et donc tu as un jeu entre guillemets beaucoup plus à jour. Il y avait ça, bon, les personnages, alors surtout notamment des personnages comme Ghostmaker, je trouve qu'ils ont fait des trucs assez intéressants, et la chance que nous on a pu avoir, c'est que sur cette extension là d'ailleurs, on a, pour toute la partie graphique, on a pu travailler avec Jorge Jiménez, qui est justement celui qui a fait toute cette partie graphique dans les comics. Donc, et ça, c'était très marrant parce que réciproquement, on lui voyait les figurines, il disait ouais, vous arrivez à faire des trucs comme ça sur 35 mm, c'est complètement fou. Tu vois, parce que même pour eux, c'est un domaine qu'ils connaissent pas spécialement. Généralement, la figurine en comics, on est plus sur des trucs 20-30 cm, quoi. Ouais. Et là, quand il voyait la masse de détails des trucs qui sortaient, lui, il hallucinait complètement, quoi. Donc, c'était très marrant. Enfin, pour lui comme pour nous, il y avait un aspect un peu gamin, quoi. Tu vois, à l'inverse, le mec qui te sort la couve, toi t'es là, oh ouais, c'est parfait. Enfin, tu vois, donc non, ça c'était vraiment sympa. Et ça, alors, on y viendra sur le thème d'après, mais on a vraiment pu travailler pas mal avec des artistes de comics ou de BD, et ça, c'est vrai que c'était le pied aussi. Là, t'as vraiment l'impression effectivement de mettre le pied dans le comics, tu vois, même sans en faire. Donc, ça, c'était super, super plaisant, quoi. Oui, j'imagine, surtout que, comme tu le disais, vous êtes tous des passionnés, donc du coup, ça vient heurter votre cœur de passionné sur le coup. Ah ouais, voilà, c'est clair. C'est clair. Alors, je vous propose qu'on enchaîne sur la petite partie, enfin, grosse partie jeu de rôle. Du coup, est-ce qu'on peut prendre le jeu de rôle sans le jeu de plateau de base, déjà? Sans problème, il y a vraiment... alors, en fait, il y a des synergies entre les deux qui sont la capacité et la possibilité d'utiliser les figurines du jeu de plateau, évidemment, pour les scènes d'action dans le jeu de rôle. Mais par contre, entre guillemets, ça s'arrête là dans la mesure où il n'y a aucun besoin du jeu de plateau pour jouer le jeu de, enfin, pour jouer au jeu de rôle. Le jeu de rôle, il est totalement indépendant. C'est un vrai jeu de rôle. Voilà. C'est-à-dire que le jeu de rôle n'a pas été pensé comme une extension du jeu de plateau. La seule chose qui justifie en fait le fait de les mettre ensemble, c'est pour rappeler aux joueurs du jeu de plateau, vous avez déjà les figurines. Et vous pouvez profiter pleinement du jeu de rôle et proposer aux gens qui sont intéressés par le jeu de rôle d'acquérir les figurines, voilà, à travers notamment la boîte de base et un des bundles. Mais c'est vraiment deux produits, sinon totalement indépendants, et parce que ça, on ne l'a peut-être pas assez, enfin, c'est peut-être un peu flou dans la tête des gens, mais on est vraiment sur un 100% pur jeu de rôle. Le jeu de rôle, il a été, d'ailleurs, il n'a pas été produit par des gens qui ont travaillé sur le jeu de plateau. C'est vraiment des équipes, là, pour le coup, totalement indépendantes, qui sont des 100% rôlistes avec leur culture de rôliste. Okay. Donc oui, la réponse est oui. On peut totalement, et le jeu de rôle est totalement indépendant. Ok. Alors justement, si on est... alors ça va être un peu plus général peut-être que juste le jeu de rôle, mais déjà, si on est non initié au jeu de rôle, j'ai vu que vous avez mis en place un guide rapide, un guide de démarrage rapide. Combien de temps il faut prévoir pour prendre en main le jeu de rôle Batman? Parce que c'est quand même, tu le disais tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Gilles ou toi Fred qui le disait tout à l'heure, qu'il y a quand même 3 livrets costauds, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui développent l'univers de Batman pour pouvoir s'imprégner de tout l'univers avant de développer le jeu. Mais on peut jouer sans avoir lu les livres, bien entendu, si on connaît déjà un petit peu l'univers de Batman. Il faut connaître un petit peu quand même, sinon aucun plaisir. Mais combien de temps il faut prévoir? Par exemple, pour moi qui suis
grand fan de Batman, connaît bien l'univers, mais qui n'ait jamais fait de jeu de rôle ou très peu. Si je veux me lancer là-dedans, il me faut prévoir une prise en main qui pourrait durer Alors, déjà, le seul bouquin que tu auras besoin réellement de lire, c'est le bouquin de règles. C'est le premier bouquin, sachant que une fois que tu as créé tes personnages, les règles, ce sont les règles de Chroniques oubliées, donc qui a pour descendant Donjons et Dragons. On est sur une variante de Donjons et Dragons. Franchement, c'est 1h30 d'apprentissage de règles, enfin de lecture de règles, et ensuite, voilà, tu connais toutes les règles. Une fois que tu sais, en gros, réaliser une action, que tu connais qu'est-ce qu'un échec, qu'est-ce qu'une réussite, qu'est-ce qu'une réussite critique, et comment fonctionne un combat, là, après, ça va très vite. Après, la question, c'est est-ce que tu veux toi-même créer ton scénario, ou est-ce que tu prends un scénario qui a été publié et du coup, il faut le lire d'une certaine façon. Mais non, là, on est allé notamment vers Chroniques oubliées contemporains parce que ça avait le double avantage d'être tout à la fois très accessible et en même temps, avec le système des voix, très profond, et ça nous permettait d'avoir un éventail de personnages très très différenciés, alors que le corps des règles, lui, est relativement restreint. C'est très facile de maîtriser la totalité du corps des règles, et ensuite chaque personnage, tu as des personnages qui sont vraiment haut en couleur à travers le système de voix qui est un peu, qui est fondateur de Chroniques oubliées contemporains. Donc, non, vraiment, je pense que tu te poses une soirée, tu prends 1h30 pour lire, et ensuite, voilà, tu peux. Ouais, moi je pense une bonne soirée. Tu te fais 2-3 exemples, toi, de simulation de combat où j'ai à faire, et voilà. En fait, le jeu de rôle, c'est très bizarre parce que le jeu de rôle, c'est typiquement la pratique que tu devrais pouvoir faire à ton rythme. Et les gens commencent à se mettre une pression folle, tu vois, sur les premières parties, à vouloir faire un truc, voilà, on a Maxime Chata, on y va. Et en fait, pas du tout. Je veux dire, voilà, l'idée, c'est t'as une personne qui a le scénario de départ, en tout cas en main, et qui va prendre les joueuses et les joueurs et dire, bon, voilà, ensemble, on va passer un bon moment. Voilà, on va interagir les uns avec les autres, et le maître de jeu, entre guillemets, il est mi-animateur, mi-arbitre, mais contrairement à beaucoup de jeux, tu joues pas contre les joueurs, en fait. Tu vois, le but, c'est vraiment que chacun. C'est comme si tu faisais un comics ensemble, littéralement. Tu vois, tu dis, bon, voilà, on va faire un scénario. Et donc, alors, en plus, j'ai envie de dire, si tu as l'habitude de lire des comics, c'est clairement un truc. En fait, c'est très vicieux le jeu de rôle, parce qu'une fois que tu as compris le déclic de te rendre compte de tout ce que tu peux faire avec ça, sans avoir besoin d'acheter d'autres trucs derrière plus tard, ou d'entretenir des collections, quoi que ce soit, c'est inépuisable. C'est littéralement inépuisable. Le nombre de comics que tu as pu en dire, moi j'aurais fait ça comme ça, ça je sais pas, moi c'est pas ça. Fais-le, en fait. Voilà, tu vois, tu peux complètement aller où tu veux. Et comme disait Fred, en fait, alors Chroniques oubliées contemporains, c'est un. Alors, je dis dérivé au sens neutre du terme, c'est un dérivé de Donjons et Dragons, mais très très épuré. C'est-à-dire que là, je veux dire, en dehors de quelques caractéristiques, ils sont quand même au nombre de 6, c'est pas non plus si incroyable. C'est vraiment, je dirais, alors je vais prendre l'exemple inverse, chez Marvel. Chez Marvel, le gros des personnages que tu vois dans le MCU, ça tient à deux choses, c'est leur personnalité, histoire, et les pouvoirs qu'ils ont. Et en fait, là, c'est la même chose, c'est-à-dire que toi, tu vas décider d'un peu de la personnalité, de ce que tu veux pour ton personnage, la façon dont tu vas l'incarner, à quoi il va ressembler. Et après, le système des voix, c'est justement un peu ce qui va te permettre de savoir qu'est-ce que mon personnage sait faire. Soit qu'est-ce qu'il sait faire humainement. Par exemple, si tu veux faire une sorte de Gordon-like, voilà, tu vas chercher dans les voies des trucs pour la filature, pour l'espionnage, etc. Soit si tu veux jouer un méta-humain, parce que là, pour le coup, tu peux jouer aussi bien des simples policiers ou même des simples malfrats. Si tu veux faire une campagne en mode on est des ripoux, on va voir à quel moment on va se faire choper par un mec avec une cape géante, tu peux le faire. Tu vois, tu peux vraiment jouer comme tu veux. Et ça va effectivement jusqu'au méta-humain, type Killer Croc, Black Canary ou autre. Et où là, pour le coup, les pouvoirs sont quand même pas les mêmes que Gordon et Belloc, quoi. Donc c'est vraiment cet éventail-là qui est offert, et après c'est aux joueurs et à la table, en fonction de ce qu'ils ont envie de jouer, de le faire. Parce que c'est aussi ce qui est bien, c'est entre guillemets, on n'a pas figé de Gotham. Tu vois, c'est-à-dire on n'a pas dit voilà, c'est la Gotham de New 52 ou c'est la Gotham de 2021 et c'est comme ça. On a vraiment pris le gros des personnages, on a vraiment pris le gros des ambiances, donc il y a clairement des Gotham.
Il y a des Gotham City, et donc tu peux totalement jouer un truc beaucoup plus axé sur l'aspect criminel ou ripou, quelque chose beaucoup plus sur l'aspect occulte. Enfin, tous les aspects peuvent se développer, quoi. Donc il y a un autre truc très important qui distingue vraiment le jeu de rôle du jeu de plateau dans son approche, un jeu de rôle d'un jeu de plateau, c'est que dans un jeu de rôle, les joueurs n'ont pas à connaître les règles. C'est pas un problème que les joueurs ne connaissent pas les règles. Voilà, la plupart des règles, tu les apprends empiriquement en jouant. Mais moi, quand je m'assieds à une table d'un nouveau jeu, jamais je ne connais les règles. Je n'ai jamais lu les règles. Je dis ce que je veux faire et le maître me dit, bah regarde, là, tu vas utiliser par exemple ta compétence, je sais pas, crochetage. T'as combien en crochetage? Ok, prends tes 2d10, lance ça. Ok, t'as fait combien? Ok, c'est réussi ou c'est échoué. Enfin, t'as échoué ou t'as réussi. Et je veux dire, c'est les règles, tu ne les apprends pas en tant que joueur. C'est vraiment entre guillemets. Alors oui, le rôle du maître est plus exigeant parce que là, tu me parlais de néophyte en termes de jeu de rôle. Ouais. Alors le maître doit apprendre les règles, évidemment. Par contre, à la table, sur une table de 5-6 personnes, tu as un mec qui connaît les règles et les autres découvrent en jouant et simplement décrivent leurs actions, quoi. Et puis le maître se débrouille ensuite avec les règles pour dire fais ça, utilise cette compétence, lance ça, t'as combien en force, etc. quoi. C'est beaucoup plus simple d'approche qu'un jeu de plateau au final. Ouais. Oui, et en plus, il y a cet aspect où en tant que maître de jeu ou meneuse, ou enfin, peu importe le terme, mais je veux dire, tu as encore plus clairement cette absence de tu dois jouer les règles telles qu'elles sont écrites. C'est-à-dire que vraiment, c'est ton jeu. Quand il est entre tes mains, tu le joues comme tu veux, donc tu peux l'alléger, tu peux faire des oublis. Enfin bref, tu vois, sur un jeu de plateau ou un jeu de société en général, il y a une notion qui reste toujours très importante, qui est l'équilibrage. Vraisemblablement, tu veux que chacun ait à peu près les mêmes chances, puisse jouer d'une certaine façon, chacun ait des chances de gagner, etc. Là déjà, tu n'as pas vraiment cette idée de gagner ou perdre. L'idée, c'est de vivre une aventure. Et donc, du coup, tu as aussi ce côté où voilà, tu peux complètement te lâcher. Je veux dire, si tu n'as pas, tu pourrais même ne pas avoir lu entièrement un bouquin et puis dire on joue. En fait, c'est pas du tout un problème. Tu vois, et donc le livre de base, il est conçu aussi bien pour le joueur expérimenté, qui lui va clairement, il va nager dans ce qu'il va lire, mais aussi le néophyte, y compris, tu vois, tu disais par exemple, si je connais pas Gotham, bon, ça va être un peu. En fait, non, parce que même Gotham, on en parle, voilà, comment tu peux jouer, l'aspect. Comment dire, quel est le quotidien des gens dans une ville où il y a des super-héros, mais où il y a aussi du crime tout le temps. Enfin, il y a tous ces aspects-là sont abordés de sorte que mais tu peux très bien lire 5 ou 10 pages à la fois de temps en temps, et puis au fur et à mesure, tu construis ton truc. Là, les 3 bouquins, en réalité, comme disait Fred, le seul qui est vraiment indispensable, c'est le livre de base. C'est bien son nom. Après, les 2 autres livres, il y en a un qui est un livre d'aventure, donc il y a beaucoup de scénarios et de campagnes différents. Alors, ça peut aussi bien servir à celui qui va juste piocher quelques idées parce qu'il aime bien faire sa popote, mais malgré tout, tout en faisant sa popote, il aime bien lire quelques recettes. Et après, par contre, justement, pour le néophyte, là, il y a littéralement, là maintenant, on est à 13, et demain, normalement, on devrait être à 14 scénarios pour tous les genres, aussi bien flics, méta-humains, super-héros. Et donc, si toi, par exemple, tu dis, je sais pas trop quoi faire, en fait, le scénario t'accompagne à fond. Je veux dire, il te fait le gros du script pour la partie scriptée. Après, effectivement, tu as toute une partie où, avec les joueurs, tu feras totalement ce que tu veux. Et voilà, tu as quelques passages de narration déjà écrits. Les plans, ils sont déjà faits, tu vois, pour les lieux importants où ils vont passer. Enfin, le gros du travail, comme dirait Marie à l'époque, le gros du travail est déjà fait, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas mal si tu débutes, mais c'est pas obligatoire, encore une fois, puisque même le livre de base vient avec un scénario. Je veux dire, l'idée, c'est pas de dire si tu veux un scénario, tu es obligé de passer à la caisse. Et après, il y a le guide de Gotham. Pareil, tu peux très bien faire sans. En revanche, c'est sûr que si tu te dis, je pense que le jeu de rôle, ça pourra me plaire et m'intéresser, qui lui, pour le coup, creuse. Et alors d'ailleurs, creuse pas que pour les rôlistes, même en tant que fan de comics, il y a c'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de lieux importants ou iconiques qui sont vraiment très détaillés, que ce soit en termes d'histoire ou en termes de détails tout court. Il y a, alors déjà, il y a tous les personnages du jeu de plateau qui sont dedans, biographie plus profil, donc ça commence à faire du monde. Là, on parle de plus de 100 personnages. Il y a aussi un peu, tu vois, tout l'aspect sur les organisations, la Cour des hiboux, la Ligue des Assassins, le Batman Inc. Il y a aussi tout ce qui pourrait être un peu plus secret, comme les Puits de Lazare, la Task Force X. Il y a vraiment... je vais pas dire tous les thèmes sont abordés, parce qu'on pourra toujours trouver un truc qui ne l'est pas. Mais en tout cas, c'est très, très riche. Et le guide, en fait, il a cette faculté que je trouve vraiment intéressante, qui est...
en fait, tu lis 2-3 pages et normalement, tu as déjà une ou deux idées d'un truc à faire qui te viennent. Tu vois, tu dis, ah ouais, ça ce serait excellent, on pourrait commencer là. Ah, tiens, ce lieu, il est pas mal, je connaissais pas, l'Egyptian Club. Enfin, voilà, il y a des trucs, en fait, quelle que soit ta connaissance de Gotham, tu devrais t'éclater, quoi. Et en plus, Xavier Fournier et Alex Nikolaevich, ils ont fait un taf vraiment de malade dessus. Oui, c'est vraiment de malade. Ouais, non, c'est justement. Alors j'ai discuté avec Xavier Fournier en plus le week-end dernier, donc il m'en a parlé un petit peu. Et c'est vrai que ça a l'air quand même un travail de dingue qui a été réalisé pour justement réaliser ce guide de Gotham. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, même si c'est vrai que c'est Xavier et Alex Nikolaevich qui ont travaillé dessus. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu sur la réalisation de ce guide? Je crois que ça a pris quand même plusieurs années, donc ouais. Ça fait déjà 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont dessus, puisqu'on a commencé, moi voilà, je regarde, enfin, on a commencé en octobre 2019, le guide. Enfin, le projet a commencé en octobre 2019, eux sont partis tout de suite sur le guide. Gilles, je te laisse parler, mais c'est vraiment ça, c'est un recensement. Il y a le recensement des lieux, il y a des pitchs. Alors c'est important parce qu'il y a des pitchs aussi de scénarios qui sont là pour lier à des lieux ou des personnages qui sont là un peu pour guider aussi les joueurs, parce que c'est un truc voilà, les rôlistes globalement aiment beaucoup faire, les maîtres de jeu aiment beaucoup créer leurs scénarios, et là ça permet de guider, d'avoir des scénarios qui soient intéressants, qui soient cohérents avec l'univers de Batman et qui soient surtout très ancrés dans des lieux. Parce que pour chaque lieu, on va avoir, tu vas avoir le lieu, sa description géographique, son écosystème aussi, les malfrats du lieu, enfin les personnages importants, les organisations, les personnages en question, on aura leurs caractéristiques. Enfin voilà, on est quand même on reste dans du jeu, on est très associé au jeu, mais c'est vraiment une recherche quasi, même pas quasi, qui est une recherche universitaire qui a été faite. Enfin, quand on parlait des puits de Lazare, voilà, par exemple, Xavier, il est allé recenser la totalité des puits de Lazare qui ont été découverts à Gotham. Et tu sais exactement où tel puits se situe, voilà, est-ce qu'il a été utilisé ou pas, est-ce qu'il est encore actif, c'est vraiment un gros boulot là. Warner, la première version, quand ils l'ont reçu, ils ont fait wow. Tu vois, littéralement, c'était genre wow. Ouais, nous on a dû couper aussi, on a dû couper méchamment. Enfin, là, on voit, en gros, je pense qu'on va être sur 400-450 pages. Là, on était parti sur à plus de 1000 pages. Si on mettait tout, pages. C'était, tu sais, le gros livre que tu lis dans les films d'Heroic Fantasy, tu vois, le gros grimoire que tout, c'était ça. Alors, est-ce qu'il y aurait une Director's Cut un jour pour le guide de Batman? Alors, tout ce que je peux te dire, c'est que je ne te dirai pas non. Voilà. Non, mais honnêtement, il y a un taf tellement dingue derrière. Alors moi, j'ai toujours horreur du taf qui reste dans un tiroir. C'est toujours, c'est un crève-cœur, quoi. Donc oui, ça c'est. Mais en termes, voilà, le guide, là, je pense qu'on peut le dire justement en termes de travail, notamment de recensement géographique et historique de la ville de Gotham. C'est le plus gros travail qui ait jamais été réalisé au monde, en fait. Là, c'est même pas le fait qu'on soit français, américain, quoi que ce soit. Xavier, ça n'a jamais été fait. Xavier, il a dû faire, alors il confirmera ou infirmera, mais je pense que strictement parlant, il a dû faire une vraie année complète de travail dessus. Quand je dis une vraie année complète, c'est-à-dire il fait pas 50 autres choses dans la journée. C'est vraiment une vraie année complète. Un plein temps complet. Ouais. Enfin voilà, mais en gros. Il m'a dit que le Covid avait beaucoup aidé, donc. Ouais. Non mais Warner DC n'avait jamais vu ça, tout simplement. Voilà. C'est très clair. Après voilà, ce qui a été intéressant sur l'écriture du guide, c'est donc il y a Xavier et Alex qui sont deux gros spécialistes. C'est que Xavier n'est pas du tout rôliste et Alex le contraire. Donc, ça a permis, tu vois, de joindre les deux approches. C'est-à-dire que, Xavier, effectivement, c'est un travail plus universitaire. C'était vraiment, entre guillemets, démêler le vrai du faux. Qu'est-ce qui est clairement ancré, qu'est-ce qui dépend des runs, un peu tout ça. Et, tu as un côté... je trouve ça intéressant parce que ça met beaucoup d'humilité sur notre connaissance de Batman. Tu vois, je m'estime pas un des plus grands spécialistes, mais malgré tout, je veux dire, Xavier me sortait anecdote sur anecdote et je découvrais tout le temps. Je dis, ah bon, il y a des Batcaves, ça vient pas de Bruce Wayne. Ah bon, il y a si. Ah bon, enfin, effectivement, si t'aimes Batman, c'est hyper intéressant, quoi. Et effectivement, tu as ce côté-là où il y en a pour tout le monde. Je veux dire aussi bien. Il y a même, quand tu discutes, notamment avec eux, c'est vrai beaucoup avec Xavier, notamment sur les lieux
qui ne sont pas explicitement positionnés géographiquement, qui ont pu varier en position selon les auteurs et les arcs. En discutant avec lui, tu vas voir qu'il y a certains lieux comme ça. Il a fallu faire appel à la déduction parce que tu sais que c'est à proximité, telle distance de tel point, tel point, tel point. En gros, tu vas trianguler ou alors l'esthétique en gros du quartier fait que mais tu sais que c'est ici parce que là tu es plutôt dans un quartier populaire avec les dominances de tel ou tel commerce, etc., et tu vas les replacer comme ça sous ensuite l'égide de Warner qui va te valider et du coup tu deviens totalement canon parce que tu prouves alors attention, tout est sourcé, tout est sourcé à la moindre case. Ça aussi ça a été très très apprécié par Warner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail qui a été fait dessus, c'est pour ça que je te dis, ils n'avaient jamais vu ça. Même pour eux, il pourrait leur servir de Bible, en fait. C'est-à-dire que ça répond à des questions que pour la plupart du temps, ils ne s'étaient pas posées, mais qu'ils pourraient se poser et auxquelles ils n'avaient pas de réponse. Et là, on va te dire que, je dis n'importe quoi, 1964, c'était le numéro temps de Detective Comics, page temps, case temps. On s'aperçoit que. Et là, ça nous permet de situer le lieu de tel truc, telle boutique, tel repère. On dirait le travail d'une équipe de profilers après le pire criminel en série, quoi. Tu vois, c'est vraiment la triangulation. Non, mais vraiment, c'est un. Non, parce qu'il faut le dire aussi, parce que là, ils ont taffé comme des. Vraiment comme des. Ils ont taffé comme des dingues. Vraiment, et donc voilà, il y a cet aspect-là qui, ensuite, notamment par Alex, se traverse la partie jeu de rôle. Notamment pour ces histoires d'event, comme dit Fred, où voilà les pitchs, les idées d'event, c'est aussi des choses où, par exemple, toi qui dis Nico, j'ai jamais fait de jeu de rôle. En fait, ça peut te permettre juste même de jouer une petite scénette. Tu vois un truc qui va jouer en 3 quarts d'heure, 1 heure. Basta, tu ranges et tu fais autre chose, quoi. Et donc voilà, il y a le guide. L'avantage d'avoir eu les deux, c'est qu'il a à la fois une approche holistique et une approche juste de fan de comics, quoi, tu vois, qui pourrait totalement le dire. Alors il y a forcément des parties, genre les profils et tout, où c'est moins intéressant, même s'il y a les biographies, mais voilà, il y a tout le reste, quoi. Et même, je prends notamment, il y a ce que j'appellerais des biographies de costumes, tu vois, c'est-à-dire pour Robin, par exemple, Batgirl ou autre, on te fait la totale de tout ce qui est passé sous ce costume-là. Et mais notamment Robin, Fred comme moi, moi j'ai découvert plein de Robin. Il y a des trucs, je disais quoi, Bruce Wayne, Robin, et puis machin, Robin. Et effectivement, c'est complètement dingue, quoi. Ou Starro récemment, tu vois, des trucs. Ah bon, je savais pas. Je veux dire, c'est dingue parce que même nous, en étant dans le projet et en voulant le faire au départ, c'est là que tu vois le poids monstre de l'univers comics existant. Tu vois, où tu dis waouh, et effectivement, tu dis bon, oui, il y a 80 ans de comics dans la tronche, en fait. Donc, ça donne un peu le vertige, quoi, limite. Hein. Quand tu vois vraiment ça, tu te dis, moi, je sais pas. Alors, Xavier, je sais vraiment pas comment il a pu mener ce truc-là de A à Z. Enfin, moi, je pense qu'en cours de route, je tombais dans le précipice, quoi. C'était pas possible, quoi. Donc, non, c'est vraiment. C'est très, très impressionnant. Et j'ai envie de dire, même, c'est peut-être encore un peu plus impressionnant dans le sens où. Comme c'est pas des Américains qui l'ont fait au départ, je pense qu'il y avait un a priori assez fort, tu vois, le côté qu'est-ce qu'ils nous sortent les franchises là, et finalement non, tu vois, c'était très très sourcé, en plus pour le coup sourcé à base des comics américains, tu vois, c'est pas comme s'il avait repris Urban page 300 du livre que vous avez jamais lu, non, là c'était donc c'était vraiment très très intéressant, et c'est aussi ce qui est bien, c'est-à-dire que tu vois là le guide de Gotham, il n'a pas été fait en se disant on met un hameçon et en fait on ressortira 8 suppléments d'univers derrière, on t'a bien eu, tu vois, ou un truc. Enfin, voilà, tu le lis, t'as ce qu'il te faut. Alors après, il y a toujours des sujets qu'on peut creuser davantage, hein, mais il est réellement complet. Il y a pas ce côté où en réalité c'est la partie 1 d'un truc en 8 parties que tu devras acheter derrière, quoi. Donc c'est pour ça, là on a fait ces livres là aussi parce que l'inconvénient des financements participatifs, généralement c'est que tu n'as pas tes livres tout de suite, et en fait ce qu'on ne voulait pas non plus, c'était proposer le livre de base, tu le reçois, tu es content, et après pour la suite tu reattends 1 an, et puis tu reattends ça, nous on a beaucoup dans les années 90, des fois c'était un peu dur à vivre entre guillemets, tu vois, tu attendais ton truc, tu attendais la traduction, puis après tu attendais qu'il y ait du stock, bref, des fois c'était un peu l'horreur. Donc là on s'est dit au moins les gens ils ont tous les atouts dès le début. Après ils les achètent tout de suite, ils les achètent plus tard, ça c'est pas un problème.
mais il y avait cette volonté d'avoir tout ce qu'il était possible sur la table jour 1, quoi. Ouais, justement, vous parliez de la relation avec Warner. Tout est validé par Warner, par la maison mère. Tout, c'est incroyable. Le moindre détail. À quel point ils sont validé ou refusé, d'ailleurs. Ouais. Parfois, ils refusent beaucoup de choses ou non, ils refusent des choses. Ils refusent des choses. Faut pas mentir. Maintenant, non, globalement, ils ont accepté la très grosse majorité de ce qu'on a mis. Après, alors déjà, ils ont un souci de cohérence, donc bon, ça, on peut pas se plaindre de ça. Y compris de cohérence par rapport à la psychologie des personnages telle qu'elle est vue par Warner. Notamment, ça c'est plus même d'ailleurs sur la partie scénario où on a eu ça. Où voilà, ce qui a été fait, ça devait vraiment coller à tous les personnages qui pouvaient passer par là. Mais non, c'était intéressant et en fait, il y a même alors déjà, nous, il y a des échanges qui ont été vraiment constructifs, même pour nous, pour la peine. Donc bon, déjà, quand c'est dans ce sens-là, tu peux difficilement te plaindre. Mais il y a aussi même, comment dire, je dirais un peu même du teasing, tu vois, de ce qu'ils vont faire de certains personnages par la suite. En disant mais ça lui il va plutôt être comme ça après, donc ce serait mieux. Et bon, t'es content, enfin tu veux dire, ouais, cool. Donc non, ça a été vraiment c'était vraiment très bien et souvent d'ailleurs c'est sur des détails en réalité. Par exemple, pour prendre un exemple très bête, nous on va dire tiens, tel scénario ça se passe à telle fête importante et les mecs vont dire non, à Gotham City cette parade là en fait contrairement au reste des Amériques dans le monde réel, c'est pas un truc très fêté, le truc qui est très fêté c'est celle-là. Tu vois, et ça c'est des trucs où là pour le coup encore plus en tant que francophone à la limite on n'a pas forcément complètement cette culture là, donc non ils ont vraiment très bien accompagné, quoi. Après voilà, je pense que des fois peut-être que il y a eu une ou deux fois où peut-être on était en mode un peu trop Suicide Squad et vous dites les gars ça va un peu loin, vous n'êtes pas James Gunn quand même. Mais non franchement ça a été très bienveillant déjà. Donc là-dessus, voilà, ça c'est déjà toujours plus simple quand c'est comme ça. Donc non, il y a eu des trucs retoqués, mais globalement, ce qui est dedans, c'est ce qu'on voulait mettre dedans. Tu vois, il y a pas, c'est pas justement, je dirais, on s'est pas fait Snyder cutter, si je puis dire. Tu vois. Ce qu'on met, c'est ce qu'on voulait mettre. Il devrait pas y avoir une deuxième version avec c'est ça qu'on voulait faire. Donc voilà, ça a été vraiment sympa, quoi. Après, voilà, il y a ce côté où ce qu'il y a par contre, c'est que c'est un processus long. Tu vois, les validations, c'est pas nous on dépose notre copie le lundi, le mardi matin on a la réponse, le mardi après-midi on la renvoie, le mercredi un coup de tampon. Donc c'est cet aspect-là aussi qui fait que le projet a été beaucoup plus chronophage que ce qu'on imaginait. Puisqu'il y a des choses où on a eu les deux cas de figure, hein. Soit des trucs on se dit bon ça va être assez facile et rapide et non, et à l'inverse on a des trucs on s'est dit ça risque de prendre du temps et non. Donc là tu vois t'as les deux surprises, on a eu les deux surprises. Mais non voilà, en tout cas ça s'est vraiment bien passé et je pense qu'eux aussi sont. Alors déjà, ils sont curieux de voir le résultat final, tu vois, une fois qu'il sera dans les mains des gens, parce que c'est ça aussi, tu vois, comme dit Fred, on est très fiers. Maintenant, la fierté réelle, ce sera une fois que les gens, un, l'auront en main, et deux, se le seront appropriés. Parce que ça aussi, c'est important de voir l'évolution, un peu comme un auteur, hein, qui après te dépasse complètement et qui n'est plus de ton ressort. Et donc ça va être assez intéressant. Et eux, je pense qu'il y a ce côté aussi, voilà, le mimétisme jeu de rôle, jeu de plateau qui les intéresse. Tu vois, voilà, qu'est-ce que même nous, hein, d'ailleurs, on se dit tiens, de temps en temps, on se dit on va finir par avoir des comptes rendus de gens qui auront pris des figurines avec tel plateau, tel scénario. Enfin, moi, c'est le pied. Voilà, des photos sur Instagram, etc. Tu vois, comme tu disais, il y a le livre de découverte. Là, j'ai un joueur de Batman jeu de plateau il y a quelques jours qui m'a envoyé un message pour dire du coup j'avais pas encore peint mes figurines et j'ai commencé à les peindre en prenant celle qui sert dans le scénario, tu vois. Donc c'est super cool quand tu as des trucs comme ça. Ça casse toute fatigue, je dirais. Oui, c'est vrai, parce qu'une campagne Kickstarter internationale qui plus est, c'est fatigant, effectivement, j'imagine. Ouais, c'est épuisant. Après, bon, voilà, tu as l'engouement des gens aussi, hein, voilà, c'est sûr que ça joue toujours. Après, la partie difficile, malgré tout, enfin, en tout cas pour moi, même si tu t'habitues, c'est l'aspect parfois un peu toxique. Alors, moi, ça m'embête pas spécialement pour moi, parce que j'ai le cuir relativement épais, même si ça touche quand même un minimum, hein, on va pas non plus mentir. Après, c'est plus pour les équipes, tu vois, où là, tu sais pas toujours dans l'équipe si tout le monde gère ça si bien que ça. Et c'est assez violent, tu vois. Toi, tu as travaillé, j'ai envie de dire,
1 an et demi ou 2 ans dans ton bureau, dans ta Batcave ou quelque part. Et puis là, tout d'un coup, tu dis, ah tiens, qu'est-ce que les gens ils disent? Tu tombes sur une page, tu te prends un raz de marée de gens qui râlent sur ci ou sur ça, et tu es genre, ah bon, d'accord. Ça peut être très violent, hein, mine de rien, ça peut être très très violent. Donc ça, c'est la partie un peu compliquée. Par contre, en revanche, voilà, tu as tous les messages de soutien, les gens qui sont contents, les gens qui découvrent ou redécouvrent. Moi, je vois beaucoup de messages de gens qui disent, ah ben, j'avais complètement arrêté le jeu de rôle, mais en fait, c'est bien. Tu vois, et les mecs s'y remettent. Enfin, voilà, quand tu as ça, tu peux rien demander de plus, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment très très sympa. Et en plus, comme on disait, hein, nous dans l'équipe, enfin, tu vois, le guide de Gotham, ça a été beaucoup de boulot, et le livre de scénario, par exemple, ça a été beaucoup de boulot aussi. C'est Olivier Caïra, hein, pour ceux qui connaissent, hein, qui tourne quand même beaucoup et depuis longtemps autour de la galaxie du jeu de rôle. Il y a Nicolas Texier, qui lui est écrivain romancier à côté, tu vois, chevalier des arrêts des lettres. Enfin, voilà, c'est un mec qui a clairement un certain écrit, tu vois, et qui vraiment s'est fait plaisir à faire du scénario. En plus, il a l'habitude de faire du polar et tout. Donc, enfin, voilà, tu vois, c'est des trucs bien ficelés. Meyer Shakiri aussi, qui a participé, qui a fait plusieurs scénarios dedans. Donc, enfin, tu vois, c'est des équipes vraiment qui s'y sont mis à fond. Donc, quand tu portes ça, tu es content. Tu vois, il y a peut-être des projets qui sont des fois plus durs à porter, mais là, pour le coup, enfin. Tu vois ce que je veux dire, tu sais qu'il y a du travail derrière. Tu pars pas en première ligne en disant ouais, je me retourne pas parce que derrière moi peut-être je vais prendre peur, tu vois, si je me retourne. Là ça va, quoi. C'est plus en mode Spartiate, j'ai envie de dire. Donc non, ça c'était vraiment bien. Même le reste, hein, nous, Fred confirme-moi, même les graphistes qui travaillent dessus et tout, alors là c'est même on peut le dire, hein, c'est même une surprise, les graphistes, franchement, on sait déjà qu'il y a des gens avec qui clairement on va retravailler. Enfin, c'était très très bien. Puissance de boulot. Ouais. Moi, je suis vraiment épaté par la puissance de boulot de certaines personnes dans l'équipe. C'est vraiment incroyable. Et en plus, l'un de nos graphistes est quelqu'un qui a travaillé très longtemps dans le graphisme, dans le comics. Donc, tu vois, enfin, je veux dire, il vient en terrain complètement conquis. Il connaît tous les personnages. Enfin, voilà, il peut à la question pour un champion et te mettre la pâtée en passant, quoi. Donc ça, c'est vraiment. Non, franchement, là-dessus, on est. Voilà, c'était vraiment bien. Ça, pour le coup, c'est une prépa et un dev qui a été long, hein, qui n'a pas toujours été facile non plus, mais. Voilà, c'est un truc qu'on sent bien. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est pas. On a plus hâte de voir les gens l'avoir entre les mains. Quoi de chose, quoi. Moi, je te dis, moi j'ai ma hâte. Là aujourd'hui, c'est de l'avoir moi pour jouer. J'ai envie de ça jouer. aussi. Non, mais c'est vrai. Moi, je joue toutes les semaines là, et j'ai envie de venir montrer à mes potes, regardez, c'est moi qui joue. Qui se passe. Et derrière, pouvoir jouer. Voilà, jouer. C'est vraiment Là, pour le coup, c'est pas juste on n'est pas sur un jeu produit. Quand tu édites des trucs, il y a toujours certains de tes jeux qui sont pas. Par exemple, voilà, moi, tout le monde le sait, hein, je m'en cache pas, je suis pas un fan de MBR, j'ai jamais joué à MBR. Moi, j'adore Conan, j'ai jamais joué à Mythic Battle. Donc, moi, mon approche de Mythic Battle, elle est plus produit. Là, le jeu de rôle Batman. Moi, j'ai envie d'y jouer. Vraiment, j'ai envie d'y jouer. J'ai envie j'ai envie de m'enfermer avec mes potes et de jouer à ça, d'avoir mon écran là, et de raconter mon histoire. J'ai envie d'être maître dans le jeu. Voilà, en fait, presque égoïstement, je suis pressé que ça sorte parce que je suis pressé d'y jouer et avec le matériel final, vraiment les beaux livres et tout. Je sais déjà que je vais réserver ma séance avec mes potes là. Ce dimanche-là, vous n'avez pas le choix. Parlez avec vos femmes, mais voilà, vous serez dispo. Alors justement, tu parles des délais, il faut compter combien de temps là avant le. Alors il y a la campagne qui arrive samedi 10 juin, mais ensuite pour des personnes qui auront participé à la campagne, il faudra patienter combien de temps? Là, on a pris plus d'un an, théoriquement. Parce qu'on a pris de la marge de sécurité, parce que c'est vraiment la question des délais, elle est vraiment devenue très très importante sur Kickstarter, donc dans le côté dans tous les trucs participatifs. Donc on a moi je préfère qu'on annonce une date longue, quitte à arriver en avance. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois d'arriver en avance. Plutôt que annoncer, regardez, vous l'aurez là, et en fait les gens ne l'ont pas alors qu'ils avaient prévu de l'avoir. Alors non, mais des fois c'est super relou, hein, notamment quand tu as prévu de l'avoir pour Noël. C'est plus vendeur, hein. Sur l'instant c'est beaucoup plus vendeur. Mais à quel prix?
derrière. Voilà. Tu vois ce que je veux dire Là, on est plus dans une approche long terme, donc faut éviter le coup de je l'ai acheté pour un anniversaire, j'ai rien à t'offrir, mon chéri. Ça, et je l'ai pas à Noël non plus. Voilà. Et puis, peut-être Noël d'après ou celui d'encore après. Non, là, alors déjà, le travail est très, très avancé. Faut vraiment le dire parce que ça fait vraiment longtemps que les gens travaillent dessus. La totalité des textes a été rédigée. On est très avancé, même en termes de graphistes, en termes de trad. Pareil, il y a 3 traducteurs qui sont dessus. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé. Gilles, toi, tu le sais, mais ça fait un certain temps déjà que les traducteurs ont commencé. Ça fait plus d'un an. Voilà. Moi, je peux donner je sais ce qu'il coûte. Donc, voilà, non, voilà, tout est fait vraiment pour que, et même le délai prévu, on a pris une belle marge parce qu'on ne veut pas être en retard par rapport au délai annoncé. Ça, il faut que ce soit, pour ceux qui savent, qui suivent Monolith, c'est vraiment, moi, c'est un combat de tous les jours. Là, les délais, parce que les délais, c'est aussi, pour moi, c'est vraiment aussi le danger sur Kickstarter parce que quand tu dépasses ces délais, ce sont des coûts supplémentaires, etc. Donc personne, ni l'éditeur, ni les joueurs, pledgers, n'ont intérêt à ce qu'on dépasse les délais. Donc il faut, en fait, pour moi, le Kickstarter idéal, c'est un Kickstarter où, alors encore une fois, c'est une approche très produit, mais qui est déjà terminée, entre guillemets, avant d'être lancé, où le jeu est prêt. Mais comme ça, tu n'as aucune surprise. Voilà, moi, je milite pour des Kickstarter qui soient très clairement des précommandes. C'est moins glamour, mais je pense qu'à la fin, tout le monde y gagne. Ok, donc plus d'1 an, on a dit sur la livraison. Donc, on peut dire qu'on l'aura pour Noël 2024 maximum de maximum. Non, nous on a mis septembre 2023. Ouais, nous on a mis septembre 2023. Ah oui, non. Maintenant, là, 2023, pardon. Ah oui, parce que 2023, là, c'est sûr. Non, il n'y a pas de... Oui, Noël 2023, en gros, c'est sûr, on peut l'offrir. Noël 2023, j'espère que les gens auront même eu le temps de le lire, quand même. Oui. Tant qu'à faire, il faut maîtriser aux fêtes de fin d'année. Tout à fait. Siegfried, est-ce que tu avais des questions, toi, de ton côté On a survolé la plupart de mes questions. Il y en a une que vous avez déjà rapidement évoquée, mais vous avez eu la chance de travailler avec Sean Murphy, Jiménez, Marini, Anthony Jean, Mathieu Lofray. C'est un plaisir de le revoir, puisque c'est lui qui avait illustré ma couverture, la couverture de mon livre sur Batman aussi. Donc, forcément, ça intrigue, et je pense, nos auditeurs qui aiment beaucoup tous ces dessinateurs. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec une telle équipe? Quelles instructions vous leur donnez? Combien est-ce qu'il y a d'illustrations originales de ces artistes dans le travail final? Alors ça, je connais. Ouais, Gilles, encore une fois, tu le sauras mieux que moi. Comment c'est simple. Déjà, on n'a plus que des auteurs à qui on peut discuter assez facilement, notamment parce que il y a beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup comme il y a des processus de valide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de drafts avec Warner DC. Donc, il nous fallait des auteurs, qui ait suffisamment de notoriété, ils ont tous déjà travaillé dans le super-héros. Enfin voilà, ils ont tous déjà travaillé sur Batman, la plupart. Enfin, quasiment tous déjà travaillé sur Batman. Et ils ont tous travaillé dans le super-héros parce qu'il nous fallait des gens, qui soient des artistes talentueux. Je pense que là, on a un roster vraiment intéressant. 2, il nous fallait des personnes qui connaissent le process de draft, c'est-à-dire les retours, les modifications. Et 3, certains, notamment les Américains, sont tellement haut classés chez Warner DC qu'ils sont auto-validatifs. C'est-à-dire que, entre guillemets, ils mettent le là de ce qui doit être le personnage. Donc, quand ils dessinent le personnage, il est de fait validé, puisque ce sont les... disons, il y a des noms plus difficiles à sortir que d'autres, tu vois, non NN, tu vois. Tu dis, c'est difficile de lui dire non, t'as pas bien compris le personnage que tu as toi-même designé, c'est pas ça qu'il faut faire, tu vois. Sean Murphy, c'est pareil, tu vas pas lui dire ah non, ton Batman, non, ça fait un peu trop White Knight, enfin, tu vois, là, c'est difficile de fait. Non, alors après, ça a été des relations assez différentes, selon les personnes. Alors, pour le coup, par exemple, tu vois, Sean Murphy, ça s'est vraiment très très bien passé et tout. Par contre, tu sens clairement que les Américains sur ce sujet, ils ont l'habitude d'avoir un certain débit. Tu vois, enfin, c'est militaire, quoi. C'est tac, 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 tac. C'est extrêmement rapide. Oui, ça, c'est l'anecdote là sur Murphy notamment. C'est que nous, on était étonnés, mais
en gros, les gars nous présentent une facture anormalement peu chère et du coup, on doit faire de la négo inversée. On lui dit, mais nous, on n'accepte pas de payer ce prix-là, quoi. On rajoute 1000 balles, mais tu peux pas. Il n'y a personne qui paye à ce prix-là. Tu vois, donc, on va pas commencer à te payer, toi, à ce prix-là, John Murphy. Et du coup, tu surpayes, tu payes plus cher que ce que le mec te demande parce que je sais pas, les Américains, a priori, sont habitués à des tarifs qui nous paraissent, nous, Européens, assez bas, et parce que je pense que après, il y a une certaine productivité dans le comics qui fait que ils s'habituent à à des prix qu'on n'oserait même pas proposer à des Européens. Et après, ce qui est assez intéressant, c'est que tu vois aussi clairement la différence entre les dessinateurs qui travaillent énormément avec DC Comics ou Marvel et je dirais les auteurs de BD qui le font très épisodiquement, dans le sens où tous les, que ce soit Jorge Jiménez, Sean Murphy ou autre, en réalité, c'est pas un interlocuteur que tu as, c'est des interlocuteurs. C'est-à-dire, déjà, tu as l'agent, mais c'est surtout que tu en as un qui fait le crayonné, voire l'ancrage, et tu as toujours quelqu'un derrière qui fait la colo. Là où tu vois j'ai envie de dire entre guillemets, je vais pas dire les Européens, parce que genre Jiménez est européen, mais du côté de la BD, les mecs ont vraiment l'habitude de faire tout du début à la fin. Tu vois, t'as beaucoup moins souvent ce process d'avoir quelqu'un qui fait une partie, puis quelqu'un derrière toi qui fait autre chose. Et c'est assez intéressant à voir, parce que moi, c'est même quelque chose, je vais pas dire qui me faisait peur, mais tu avais ce côté du côté vraiment des habitués, tu vois, Sean Murphy, Jiménez et tout ça, où tu reçois le noir et blanc et tu te dis waouh, c'est beau. Et en même temps, tu te dis waouh, la pression pour le mec derrière, tu vois, qui a ça dans les mains et entre guillemets qui peut te foirer. Tu vois ce que tu as fait juste avant, quoi. Ou à l'inverse, des fois, tu vois le dessin, tu dis ah ouais, et puis le mec derrière, il fait un truc, tu vois, oh putain, avec la couleur. Et donc, c'est intéressant de voir le niveau de confiance que les mecs qu'ils ont entre eux, quoi. Tu vois, nous, je pense qu'on a beaucoup de dessinateurs qui auraient du mal à dire tiens, là mon noir et blanc, fais-moi la couleur, quoi. C'est très particulier. Non, c'était vraiment intéressant et c'est un faux potin qui n'intéressera pas forcément grand monde, hein, mais on a eu que des gens très humbles. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on n'en a vraiment pas eu un qui a soit pété plus haut son cul, même si de base il aurait le niveau à prétendre pour le faire. Enfin, vraiment, on a eu que des mecs super sympas, c'était vraiment cool. Des mecs qui avaient jamais fait le genre qui ah tiens, c'est quoi? Et à l'inverse d'autres mecs, c'est quoi le système? Enfin, tu vois, on a eu à peu près tous les niveaux de réaction, donc c'était vraiment très très intéressant. Et c'est pareil, ils ont chacun amené leur patte, quoi. Tu vois, on n'a pas cherché à avoir tout dans le même genre. Donc ça a été assez sympa. Et nous, ce qui était aussi vraiment très plaisant, notamment Mathieu Loffray, nous il avait déjà travaillé sur Capitaine Vaudou par exemple ou autre. Enfin, c'était vraiment cool de voir chacun remettre sa patte, tu vois, là-dessus, y compris par exemple sur des Français, tu vois, ils n'avaient pas forcément l'occasion de faire du Batman officiel. Donc c'était assez sympa. Franchement, il y a tous ceux qui ont répondu, ils ont pas chipoté. Enfin, ils avaient vraiment envie de le faire. C'est limite à un moment, t'es là, tu dis genre ouais, mais il faut qu'on parle argent quand même, parce que ça peut pas être gratuit. Mais non, les mecs, ils ont tous super joué le jeu. On a vraiment rien eu à dire. C'était l'occasion de redécouvrir des gens. Moi, tu vois, vraiment, je connaissais Stéphane Perger de nom. J'avais lu un petit peu, mais pas plus que ça. Et effectivement, voilà, moi, j'étais vraiment bluffé par des trucs qu'il a sortis, par exemple, tu vois. Et Anthony Jean, qui est quelqu'un de nous qui avait déjà travaillé pour nous et sur Batman et hors Batman. Enfin, c'est pareil, il s'est complètement lâché. Enfin, tu vois, franchement, il a fait des trucs. Rien que là, ce que tu as en fond, tu vois. Nous, on a vu l'évolution et le temps que ça lui a pris. Tu vois, c'est pas un dessin. C'est pas un truc sur tablette. C'est une vraie toile qu'il a faite, quoi. Voilà, qui est immense. Enfin, vraiment, voilà, c'est des trucs. Lui, c'est complètement lâché. Hein, l'écran, même son écran, moi, je même suis vraiment méga fan de l'écran, quoi. Vraiment. Nous, il nous avait dit, il nous avait dit, je vous adore et je vous maudis de m'avoir futé absolument toutes les techniques que j'ai tout donné. Tu vois, voilà, vous auriez pu me donner un mois de plus, c'était la même, quoi. Donc bon, c'est vraiment cool. Hein, franchement, c'est vrai que là, il y a une paire de dessins, même hors jeu de rôle, on les accrochera bien volontiers quelque part, quoi. C'est sûr. On va pas se mentir. Hein. Non, c'était bien. C'était un aspect vraiment intéressant. Et donc, pour le reste de ta question, je pense qu'on doit être de deux têtes. Hein, on doit être entre 20 et 30, vraiment exclu, fait exprès pour le jeu de rôle, quoi. Donc non, ça c'était vraiment, vraiment très bien.
Ok. Alors, une question aussi sur la campagne qui s'achève, donc, comme je le disais, le vendredi 10 juin. soir, ouais. Voilà, le 10 juin. Si on est en retard, si on n'a pas pu participer à la campagne d'ici là, c'est mort ou... Non, pas du tout. Alors en fait, les campagnes, ce qui se passe, c'est qu'on aura quelques mois plus tard ce qu'on appelle un pledge manager. Alors nous, il devrait ouvrir entre mi-août et mi-septembre. Donc vu qu'on a rarement une ponctualité complète, on va dire peut-être plus entre début et fin septembre. Et en fait, ça va être ouvert jusqu'à la fin de l'année. Donc tu auras 4-5 mois pour pouvoir prendre ce que tu veux, prendre le pledge, les produits, les add-ons qui t'intéressent, valider ta commande, etc. En sachant qu'en plus, les pledge managers, tu peux toujours rouvrir ton panier. Tu vois, Ouais. comme le produit n'est pas parti, si 2 mois plus tard tu dis bon finalement je rajouterais bien ça ou j'enlèverais bien ça, bah, tu peux toujours le faire, quoi. Donc non, il y aura largement le temps de pouvoir normalement prendre ce que tu veux sans réfléchir à qu'est-ce que tu mangeras avec tes pâtes du lundi. Non, et puis ça aussi, c'est le jeu de rôle, ça n'a pas forcément l'air, hein, d'ailleurs, vu de dehors, mais on s'est un peu freiné par rapport à tout ce qu'on voulait proposer au départ. On s'est dit, oh, doucement quand même. Alors là, pour le coup, j'ai envie de dire, on a même bien fait parce que, vu les circonstances mondiales en termes de crise et tout, c'est peut-être pas plus mal. Parce que bon, pour les auditeurs ou les gens, des fois, ça doit faire un peu bizarre quand on leur dit on s'est restreint, alors que malgré tout, on parle de sommes quand même qui sont pas, voilà, hein, tu vois, on parle pas d'une baguette ou un truc comme ça. Donc c'est quand même des budgets qui sont pas non plus forcément si facilement accessibles. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment essayé de restreindre quand même pour avoir le maximum de contenu dans un prix justement le plus contenu possible, quoi. Ok. Donc oui, on peut toujours venir plus tard. C'est ce qu'on appelle, si les gens tombent dessus sur des forums, sur des trucs, c'est ce qu'on appelle un late pledge, c'est-à-dire tu pledges plus tard. Plus tard, ouais. Donc voilà, ça ce sera totalement possible, sans problème. Et les ouvrages, etc. seront au même prix. Enfin, tu vois, je veux dire, il n'y a pas... c'est juste que tu joues pas sur les stretch goals en fait. Ça ne génère pas, ça ne fait pas tomber stretch goals par la suite. Mais c'est la seule différence notable. C'est que voilà, par contre, l'offre est totalement arrêtée. Il n'y a pas de cadeau bonus supplémentaire. Enfin, tu ne participes pas à faire tomber des stretch goals. Tu vois, par exemple, là, il y a 2 jours en stretch goal, on a débloqué tout un set de dés. Alors les sets de dés, surtout les sets stylisés comme on a fait dans le commerce, c'était vite à 15-20 euros. Donc bah tu vois, c'est un cadeau, par exemple, c'est pas rien. Donc c'est sûr que tu peux maintenant, c'est toujours c'est bien pour l'émulsion de la campagne et tout ça, mais après c'est bien aussi pour les porteurs de projets parce que malgré tout ça rassure. Tu vois, c'est voilà, là en fait non mais c'est vrai, c'est-à-dire que pour nous c'est très concret. Tu vois, c'est un peu entre les gens qui te diront je te donnerai un coup de main dans 6 mois et je te donne un coup de main maintenant. En fait, le maintenant, tu le vois tout de suite. Donc, c'est très apaisant. Tu vois, voilà, c'est que là. Globalement, non, mais c'est marrant ce que tu dis. Là, bon, on digresse un peu, mais c'est vrai que c'est très spécial quand tu es une compagnie comme Monolith. Enfin, toi, c'est très spécial quand tu fais tout ton chiffre de l'année, tout ton chiffre d'affaires de l'année. Tu as 2 semaines pour le faire. Et c'est vrai que c'est quand même un gros stress à chaque fois, quoi. C'est clair. Waouh. Et après, tu as les moments super apaisants, là, quand tu as dépassé le million. Bon, bah. Waouh, ouf, c'est bon. C'est fait, ça c'est fait, c'est cool. Wow. Mais voilà, c'est vrai que on va dire que c'est un business quand même assez particulier, le business de Kickstarter. Enfin, et puis c'est très très fine, quoi. Enfin, très très courte. Et en plus, je veux dire, c'est d'autant plus compliqué, j'ai envie de dire, quand tu essaies de le faire vraiment sérieusement. Tu vois, c'est-à-dire que si tu te dis, voilà, il faut qu'on soit maximum prêt, il faut qu'on ait fait ça, il faut que ça arrive en temps et en heure, il faut, parce que ça fait partie des problématiques du moment, hein, Siegfried, il connaît ça aussi, par exemple, le prix des containers et tout ça, où en ce moment, voilà, nous, on se dit, ça coûte cher, on va taper dans notre marge et on va mettre ça dans le prix du produit directement, en le montant un petit peu, nous, on prend une partie sur le prix. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que tu dois prendre en compte, avec le risque que, par exemple, les gens peuvent te dire le produit il est un peu cher, alors que chez d'autres, on a des prix plus sympas, machin. Et en fait, voilà, le truc, c'est que plus tu joues franc jeu, plus c'est compliqué. Tu vois, en réalité, de faire ça vraiment correctement. Nous, comme on fait très peu de campagne, tu vois, on ne peut pas se dire c'est pas grave, on se rattrapera sur la prochaine. Dans 2 mois, on fait autre chose. Ouais, tu vois. Pour le chiffre de l'année. Donc, c'est vrai que tu es assez focus. C'est vraiment une fenêtre de tir qui est courte. Et c'est vrai que c'est très, très intense. C'est quand même beaucoup, beaucoup de stress
avant la campagne et voilà, quand tu arrives à un certain chiffre, bon, bah, c'est libératoire. Voilà. Ah ouais, là, on est libéré, par exemple. Que tu vois, ouais, et puis regarde, là, par exemple, tu vois, il y a des gens qui pourraient se dire, bon, bah, le jeu de rôle, c'est des bouquins, et la saison 3, bon, il y a quelques figurines, il y a quelques trucs, et nous, en montant de financement, on va mettre 200 000. Il y a plein de gens qui vont dire, mais vous êtes fous, tel jeu que j'ai vu, c'était 10 000. Tu vois, mais en fait, la réalité, c'est aussi une façon de montrer aux gens, mais en réalité, tout ça coûte beaucoup plus cher que ce que tu imagines. Tu vois, là, notamment, je veux dire, ça paraît bête, mais le développement d'un jeu de rôle complet, tu vois, 3 bouquins, 2 langues, etc., bah, tu arrives à des montants, mine de rien, qui sont déjà beaucoup plus gros que ce que beaucoup de gens imaginent. Tu vois, tu vois au sourire de Fred, je veux dire, tu dors pas facilement tous les soirs non plus, malgré tout. Hein. Je veux dire, en fait, si tu te rends vraiment compte des enjeux. Non, mais là, ça va mieux, mais ça a été compliqué. Surtout là, avec la crise. Tu vois, là, avec la crise, on voit bien que de façon générale, passer. J'ai envie de dire, ceux qui ont réussi l'opportunité suprême, à savoir Marvel Zombie, qui vraiment se sont garés au bon moment, tu vois, pour faire leur campagne. Si tu regardes juste après, ou là en Ukraine, ça a vraiment dégénéré, on voit bien que les campagnes ont tendance, alors il y a plein de raisons, hein, mais les campagnes ont tendance à faire moins. Et quand je dis moins, c'est pas un petit peu moins, c'est un vrai moins que ce qui se faisait avant. Et donc, tu vois, là, c'est là où pour nous, c'est toujours important, tu vois, effectivement, de vraiment réfléchir au prix des choses, au délai des choses, à ce qui est proposé, etc. Parce que c'est là où la pente peut être extrêmement glissante, tu vois, et où, malgré des chiffres, où tu pourrais dire, ouais, on a fait ça, ça veut pas du tout dire pour autant que derrière, tu es bien ou serein, tu vois. Donc là, pour le coup, comme dit Fred, hein, c'est forcément un gros stress parce que là, tu joues un peu ta vie sur 2 semaines, effectivement. Tu as ce côté, tu vois, donc voilà, c'est toujours un peu compliqué et stressant. Donc là, c'est pour ça que nous, bon, voilà, la campagne, on est très très content, alors qu'elle n'est pas encore finie. Donc vraisemblablement, on sera encore plus content dans quelques jours. Oui, bien sûr. Donc tu vois bien qu'il y a des moments libératoires, des chiffres clés, quoi. En tout cas, qui sont libératoires. Oui, bien sûr. Ouais, et puis même symboliquement, c'est vrai que alors là pour le coup peut-être plus côté des backers, mais bon, bah voilà, c'est toujours pareil. Dès que tu rajoutes un chiffre au truc global, ça rajoute quelque chose. Tu vois, c'est psychologiquement, c'est sûr que dès que tu passes ton million, même si tu es très terre à terre, ça fait son effet. Tu vois, t'as clairement un effet où tu dis ah oui, bon bah ça va, c'est quelque chose de sérieux et machin. Et surtout en ce moment, j'ai envie de dire, surtout en ce moment où là nous on l'a vu, hein, il y a eu pas mal de campagnes récemment qui ont carrément été annulées, où les mecs, même s'ils faisaient 200, 300 000, en fait, c'était dérisoire à l'échelle de tout ce qu'ils devaient faire. Tu vois, donc, l'investissement derrière. Ouais. Après, à la limite, alors moi, personnellement, je leur jette pas du tout la pierre. C'est-à-dire que, tu vois, avec Fred, on a toujours dit, voilà, nous, on a toujours dit avec Fred, plutôt ça nous a toujours dit si derrière pas livré, bravo. Enfin, moi je l'applaudis, honnêtement. Tu vois, il a eu le courage au moins de ne pas prendre l'argent. Ça, c'est vraiment. Moi je trouve que les gens en ce moment, hein, ils sont un peu trop virulents là-dessus. C'est-à-dire que déjà le mec qui travaille pendant 1 ou 2 ans, il lance le truc, il voit que ça marche pas et il arrête. Non seulement toi t'as peut-être pas ton jeu, mais lui il a perdu 1 ou 2 ans, il a probablement perdu tout son argent. Enfin, tu vois, c'est pour le porteur de projet, le coup de massue est vraiment extrêmement violent, quoi. Et en plus, c'est ce que je te disais sur l'aspect envisager ça avec sérieux, c'est que c'est certainement beaucoup plus dur de se dire bah ok, bah j'ai perdu plein d'argent, tant pis, bah voilà, c'est fini, et point, que de se dire mais attends, je peux le prendre cet argent en fait, bah je le prends et on verra plus tard. Et ça tient un temps, mais après c'est très compliqué. Tu vois, et c'est compliqué pour toi, c'est compliqué pour les gens qui ont mis de l'argent parce qu'ils t'ont fait confiance, et c'est compliqué pour les autres qui risquent de pâtir de l'image de ce que toi tu as fait. Enfin, tu vois, c'est en cascade, hein. Il y a beaucoup d'effets secondaires derrière tout ça. Donc, et je pense que ça joue en partie sur ce qu'on voit en ce moment sur les campagnes. Hein. Je veux dire, voilà, c'est pour les gens, ça reste alors ça dépend comment tu veux le voir, mais on va dire c'est soit un achat, soit un soutien, voilà, on va dire. Ouais, moi je préfère aussi considérer ça comme un achat parce que le soutien, c'est pas qu'il n'y a pas de raison de te soutenir par défaut, mais c'est un peu trop facile de demander aux gens du soutien comme ça. Tu vois, ça donne l'impression qu'il n'y a pas de contrepartie. Alors que si tu te dis c'est un achat, il y a une contrepartie, c'est que tu dois livrer un produit. Et donc voilà, ça c'est
c'est un point qui fait que pour les gens en ce moment, ça explique aussi les résultats. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent c'est un peu compliqué, moi je dois faire le plein. Désolé les mecs, j'attends 7 jeux chez vous, ou 12, ou 3, pas cette fois-ci, quoi. Tu vois, donc là, c'est sûr que c'est une période où, quand tu fais des chiffres que tu souhaitais faire, c'est très très libérateur, effectivement, parce que tu sais que, et pour ce projet-là, tu es bien, et que tu peux sereinement continuer à envisager la suite, quoi. Donc en tout cas, voilà, on est très contents. Merci les gens qui, je ne vais pas dire ont joué le jeu, mais en tout cas ont été nombreux à soutenir, quoi. Ça, pour le coup, qui joueront bientôt au jeu. Mais évidemment, mais le but, c'est pas juste qu'on vende des jeux, c'est que les gens y jouent. Tu vois, ça fait partie des moments. Tu vois, on a eu ça avec Fred il y a quelques années. On était à la terrasse d'un café et le serveur, il dit c'est Fred Henry, tu vois, je joue à Conan, j'adore, j'ai Mythic. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, ça n'a pas de prix, quoi. Tu vois, moi, la semaine dernière, en pleine campagne, un soir, entre 2 updates, machin, je commande une pizza. Le livreur en bas, il m'entend au téléphone, je parle avec Fred, et il dit ouais, vous faites des jeux, c'est cool et tout, moi aussi je joue un peu, tout ça. Là, en ce moment, j'ai pledgé un truc Batman, tu vois, je sais en fait, mec, je travaille dessus. Tu vois, c'est des trucs, c'est ça qui fait le sel aussi de ce qu'on fait, quoi. Tu vois, je trouve on a un des secteurs où on a surtout grâce à Kickstarter pour le coup, la proximité la plus forte avec l'autre côté de la barrière. Tu vois, où tu en viens effectivement, heureusement ou malheureusement, oublier la barrière des deux côtés. Donc non, ça c'est vraiment un point qui est super intéressant dans ce qu'on fait. Bon, après, tu as ça dans le monde du jeu normal aussi avec les salons, hein, notamment, où là, tu as contact avec le public. Il n'y a pas beaucoup de professions ou de corps de métier où tu as un tel niveau de proximité. Et pour le moment, avec encore une relativement grande bienveillance. Tu vois, on est... Il y a un peu de toxique en ligne, mais globalement, en tout cas en physique, c'est quand même très très clean. Ça fait même du bien de faire des salons pour ça, tu vois, pour te rappeler qu'une majorité de gens sont en fait très très contents, ils sont des humains normaux. Non, voilà, ça c'est vrai que c'est. Enfin, voilà, les campagnes, c'est assez épique à vivre des deux côtés. Ouais, c'est plein d'embûches et c'est plein de choses. Les pages KS au moment où tu veux lancer qui plantent et tu dois tout remettre dessus, tout recharger. Enfin, tu as toujours des moments comme ça, pas prévus mais qui tombent. C'est les fameux imprévus de campagne. D'ailleurs, la campagne Kickstarter, donc comme je le disais en préambule, de Monolith pour le jeu Batman et le RPG. Donc saison 3 pour le jeu Batman Gotham City Chronicles et le Batman RPG. Le million a été dépassé, on l'a évoqué tout au long de ce podcast. Donc déjà, félicitations. Et puis, voilà, Siegfried, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on conclut ce podcast peut-être qu'on a allègrement dépassé niveau timing. J'avais prévenu qu'on était des biplettes. Hein. Non, rien d'autre que juste féliciter toutes les personnes qui ont participé au jeu parce que c'est chouette de voir. Enfin, il y avait un vrai enjeu autour du renouvellement de l'expérience pour une saison 3 après 2 saisons qui avaient quand même déjà bien renouvelé le jeu de base. Donc on se demandait un peu qu'est-ce que vous alliez ajouter? Est-ce que vous alliez réussir à faire un mode coop? Parce que ça, c'était un enjeu quand même depuis le début, mais c'est jamais évident parce qu'il faut faire un deck d'automat qui soit compatible avec tous les scénarios. Enfin, il y a quand même tous les vilains, il y a quand même pas mal de difficultés à ce niveau-là. Donc, c'était, tu vois, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter comme personnage sans aller, c'est ce que tu disais, aller creuser un peu les fonds de tiroir de DC. Enfin, il y a des enjeux qui étaient quand même extrêmement intéressants. Refaire le livret de règles. Enfin, il y a beaucoup de choses. Plus proposer un jeu de rôle. Et puis, la difficulté aussi de faire une campagne sur 2 jeux différents. À quel point être clair aussi dans la communication. Enfin, il y avait quand même beaucoup d'enjeux, donc je suis vraiment sincèrement ravi pour vous déjà que vous ayez dépassé le million. Je pense que c'était quand même un palier assez important symboliquement pour vous. Et puis bon, j'espère que ça va exploser pour les derniers jours et puis avec le Let's Pledge, parce que c'est vraiment un travail qui mérite d'être récompensé. Donc bravo à tous les deux et à toute l'équipe, bien sûr. Merci beaucoup. Après, merci aux gens. Hein. Si ça marche, c'est grâce aux gens. Ça, bien sûr. On fera. Non, mais tu vois, on fera toujours que la moitié de ce qu'il y a à faire. Hein. C'est l'autre moitié. C'est une belle moitié déjà. Ouais, c'est sûr. Voilà, vous l'aurez compris, donc on vous invite à participer à cette campagne Kickstarter. Pour ma part, c'est déjà fait. Je l'avais dit, j'avais déjà participé aux 2 saisons précédentes, donc forcément j'ai craqué pour la saison 3. Et pour le RPG, donc ça sera l'occasion pour moi de débuter. Non, mais ça va être une super expérience. Tu verras. Ouais, non, mais j'ai hâte. Après, il va falloir que je trouve les bons camarades de jeu, mais je dois pouvoir trouver ça chez Batman Legends. Et donc ça va être bien cool. Après, selon où t'es, on s'organise ça à Paris. On va te faire jouer.
Et ouais, mais c'est difficile. Moi, je suis sur Aix-en-Provence, donc. Ah oui, toi tu vas dans ce coin-là. Mais on a des Lyonnais, c'est déjà plus près. Là, mais ça peut se prévoir. Ça peut se prévoir. Il y a le Wigo. Ou même en distanciel. Tu vois, le jeu de rôle, ça se fait comme ça aussi. Ah ouais. On peut le faire en virtuel. Bien sûr. Sans problème. Il y a des sessions qui vont s'organiser. Bon, enfin, on reparlera de ça en off. Je vais conclure ce podcast. Merci Fred, merci Gilles pour votre présence sur ce podcast. C'était passionnant. Et merci Siegfried pour ta participation également à ce podcast. Comme d'habitude. Et puis, j'invite encore une fois tout le monde à participer à ce Kickstarter. Je vais mettre le lien sous la vidéo YouTube de ce podcast et également sur l'article qui sera publié avec ce podcast sur batmanlegend.com pour que vous puissiez aller directement participer à la campagne si ça vous botte ou déjà voir un petit peu en détail tout ce qu'on vous a présenté ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.